Il est 11 heures et vous faites bien et même très bien d'opter pour la télévision BF1. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Presse Écho. Un nouveau numéro qui va s'appesantir sur la formation du nouveau gouvernement. Le gouvernement qui est tombé cette semaine, un gouvernement dit de combat, mais qui suscite déjà beaucoup de réactions, de manifestations, de divisions. Certaines présences dans le gouvernement passent mal. Qu'en est-il exactement? Est-ce un mauvais départ pour Maître KLM et son équipe? On en parle ce matin. À suivre également le décryptage de cette autre actualité cette semaine, l'attaque terroriste qui a visé le camp de Djibo. Le 14e régiment interarmes a été attaqué par des groupes armés. Une attaque complexe à laquelle les FDS ont résisté vaillamment. Au moins 11 soldats sont tombés. Les hommes de cette base militaire sont régulièrement attaqués le 26 septembre dernier. Ce sont 27 soldats qui ont trouvé la mort à Gaskindé dans un convoi de ravitaillement. Pourquoi tant de harcèlement? Comment plusieurs centaines d'assaillants peuvent-ils se déplacer et aller commettre une telle forfaiture? Les questions sont multiples et nous tenterons d'apporter des clés de lecture. Et c'est dans ce contexte où la lutte contre le terrorisme se présente comme un véritable serpent de mer que les nouvelles autorités annoncent un vaste recrutement de supplétifs de l'armée communément appelés des volontaires pour la défense de la patrie. 50 000 VDP seront recrutés. Il est encore trop tôt pour faire le bilan, mais les premières informations qui nous parviennent indiquent que l'engouement est assez faible autour de cette opération. Qu'est-ce qui explique cette faible mobilisation? Élément d'analyse dans quelques instants. Et à analyser en fin d'émission également cette visite du président en exercice de la CEDEAO à Moscou et à Kiev. Umaro Sissoko Embalo a été reçu par Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. La CEDEAO peut-elle peser dans la résolution de la guerre russo-ukrainienne? Les chroniqueurs nous le diront. Voilà donc pour le plat de résistance de ce numéro. Bonjour et une fois de plus, merci d'être avec nous. Et sur ce plateau, j'ai avec moi Blaise Kientega, il est journaliste et directeur de YAM Info. À côté de Blaise Kientega, nous avons Adama Bayala, il est journaliste et écrivain. En face de Adama Bayala, nous avons Karim Diallo, il est juriste et administrateur civil. Puis à ma gauche, Moussa Savadogo, il est consultant média, journaliste, enseignant dans les écoles de formation. Monsieur, merci une fois de plus pour votre disponibilité. Un gouvernement de combat et non un gouvernement de dîner de gala. Maître Apollinaire KLM a donné le ton du rythme que le gouvernement devrait prendre. Un gouvernement de 23 membres, un peu moins que le précédent mis en place par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, au regard de l'ossature de la composition du gouvernement Blaise Kientega, est-ce qu'on peut dire que c'est un gouvernement de combat? Oui, je crois que depuis un certain temps, tout gouvernement qui est mis en place au Burkina Faso depuis le dysfonctionnement institutionnel suite au coup d'État du 24 janvier devrait être un gouvernement de combat. Maintenant, dans la réalité des faits et puis dans les engagements donc, du gouvernement de M. Albert Ouedraogo qui est le gouvernement précédent, on a eu l'impression qu'on a voulu combiner, en tout cas, l'aspect de la gestion sécuritaire à des questions de réconciliation qui à peu près pesaient beaucoup plus sur... C'était lourd dans le fonctionnement. Voilà, lourd dans le fonctionnement plus que cette question sécuritaire-là. Maintenant, dans le gouvernement Tambela 1, déjà vous l'avez mentionné, hein, il y a des noms qui suscitent la polémique. Et pour moi je n'appelle pas ça pour l'instant le gouvernement Tambela 1. Bon, pas gouvernement Tambela 1, mais je dirais que je n'appelle pas ça pour l'instant le gouvernement de combat tel qu'aurait souhaité Maître de Tambela lui-même. Parce qu'on connaît aussi la tradition de comment est-ce qu'on compose les gouvernements au Burkina Faso. Ce n'est jamais forcément laisser donc à l'appréciation donc du chef du gouvernement. Il faut satisfaire un certain nombre de... Seriez-vous en train de dire que ce gouvernement en réalité n'a pas été formé par Maître KLM? Non, que la proposition vient il n'y a jamais un premier ministre au Burkina Faso qui a formé un gouvernement de lui-même.
Ça, c'est classique, vous le connaissez ça, mieux que moi. Qui le dit. Voilà, non, je le dis parce qu'on connaît aussi le terrain. 2. Depuis longtemps, on a travaillé à ce qu'il n'y ait pas de personnes neutres. Que vous soyez compétent au Burkina Faso, tant que vous n'avez pas une carte politique, vous êtes grillé, on vous écarte loin des affaires de la cité. Du coup, voilà une situation où on a besoin, par moment, de personnes qui n'aient pas justement des cartes politiques, parce que le contexte est que ne faut pas accentuer les contradictions internes qu'il existe dans la société, et ça complique justement. Et c'est ça qui révèle à quelque part aussi les manquements liés au choix de certaines personnes où le timing ne permettait pas justement d'aller en profondeur. Et comme je l'ai dit l'émission passée, je ne crois pas d'abord qu'un maître Kelem soit le premier choix. Deuxièmement, je ne crois pas aussi que il n'y ait pas des gens qui soient proposés et que ces gens-là soient à polémique, soit parce qu'ils ont des affiliations politiques et que ça pourrait justement fragiliser la marche du gouvernement et réveiller certaines officines. Du reste, le casting Bassolman Bazié tant décrié, je le dis que quand on regarde la composition du gouvernement, Maître de Tambela est un sankariste dans l'os. Et Bassolman Bazié, vous le connaissez, il a navigué dans les officines rouges et il maîtrise très bien le monde syndical. Il a toujours une capacité de manœuvre. Vous vous rappelez que juste 4 jours après le coup d'État, il y a l'UAS qui a fait donc une déclaration. Et pour quelqu'un qui vient comme un tampon, c'est vrai qu'il a été bombardé ministre d'État, ce qui est incompréhensible. Mais dans la réalité, j'ai comme l'impression que vous savez que Thomas Sankara lui-même, dans sa dynamique, a été combattu par donc, ces officines-là, même si il venait donc de ces officines syndicales-là. Donc du coup, je crois qu'il y a un tampon qui vient d'être fait entre du sankarisme et aussi les rouges qui, eux, ont une appréciation beaucoup plus marxiste-léniniste, mais qui croient justement donc à... Mais sur cette question de Bassolman, on le sait, Maître Kelem a son avis sur la personnalité de Bassolman Bazié. Oui, ce qui est différent. Le voir aujourd'hui bombarder ministre d'État, est-ce que quelque part il y a pas de contradiction dans l'élan? Oui, dans l'élan, on peut sentir une contradiction. Mais c'est comme je l'ai dit, en fait, je peux avoir une appréciation de quelqu'un, mais ça ne m'empêche pas de travailler avec la personne malgré que Là, on se base sur les faits ou ce que peut-être la personne peut apporter. Voilà, et quand on regarde aussi... Merci. Adama Bayala. Dans le prolongement des idées de mon co-débatteur de la gauche, je dirais que ce n'est ni un gouvernement de combat, ni un gouvernement de dîner et gala. À l'approche sémantique, à l'analyse sémantique, je dirais que Maître de Tambela s'est trompé peut-être de bonne foi, ou encore c'était pour nous bluffer ou abuser de nous. Alors, gouvernement c'est pas encore trop tôt pour le dire. Laissez-moi venir. Gouvernement de combat en référence à qui? Aux hommes qui composent le gouvernement, ou encore en référence à quoi? Aux objectifs. Quand on check la liste des membres qui composent le gouvernement, on pourrait, on a la faiblesse de croire que est un homme de combat, Maître de Tambela lui-même, Bassolman Bazié. Eh bien, pour le chef de l'État, si on va plus haut, pour les autres, il n'y a pas de haut fait d'âme qui a été porté à la connaissance du grand public. Et donc, à la lumière des hommes, on ne peut pas dire que c'est un gouvernement de combat. Au regard des objectifs qui ont été synthétisés en 3 par le chef du gouvernement lui-même, à savoir la restauration de la sécurité et de la paix, la bonne gouvernance et puis améliorer la qualité de vie, encore que ça n'a pas encore été matérialisé, on ne peut pas dire que c'est un gouvernement de combat. Pour le moins, ce qu'on peut lui concéder, c'est dire que c'est un gouvernement de mission. C'est ce qu'on peut lui concéder. Alors, pour ce qui est de la composition du gouvernement, à la suite de mon co-débatteur, je dirais que nous pouvons suspecter des officines et des partis politiques, des organisations de la société civile et surtout les acteurs les plus importants du MPSR d'être derrière certains noms qui composent le gouvernement. Ça, c'est clair, c'est établi. Alors, est-ce que ce n'est pas de bon ton? C'est un pouvoir du MPSR. Oui, il y a eu une rectification entre-temps, mais ça demeure un pouvoir du MPSR. Est-ce que le MPSR ait des membres dans l'exécutif est contre nature? Pas du tout, c'est de bonne loi. Mais ce qui chagrine, ce qui choque, c'est que moins d'un mois seulement après l'adoption de la charte de la transition qui table sur des valeurs de vérité, de justice, d'inclusion, d'intégrité et de patriotisme,
qu'un des membres du gouvernement se révèle être le père d'un des acteurs non moins importants du MPSR, pour moi, il y a problème. Et ce gouvernement, j'ai envie de dire, il n'est pas représentatif de notre société, encore que selon le dernier recensement général de la population, vous avez près de 52% pour femmes. Alors, on a eu l'habitude ici de reprocher aux femmes d'être à faune, ne pas être dynamiques et engagées, mais ces dernières années, on les a vues nombreuses à la tête de structures associatives, à la tête de mouvements politiques, et puis aussi chercheurs dans les affaires. Donc, ce gouvernement-là, il n'est pas représentatif à ce niveau-là. On n'a que 5 femmes. Et puis, je voudrais également dire qu'il n'est pas représentatif au regard de la configuration générale de notre société. Vous savez, nous souffrons, nous sommes au bord, nous sommes dans le précipice, je ne dirais plus au bord. Les causes sont connues. Moi, je crois que ce gouvernement aurait dû être formé en prisme avec la réalité. Si tant il est que, au regard des patronymes, on a voulu représenter l'ensemble des régions du pays. Il y a un nom qui, de mon point de vue, n'est pas totalement représentatif d'une communauté donnée, qui, entre autres, je dis bien, qui aurait décrié un des gouvernements de Roch Kaboré, selon que des représentants de sa communauté ne viendraient pas du septentrion. Aujourd'hui, prendre une femme pour représenter cette communauté, pour moi, je me pose la question, est-ce que dans la cosmogonie de cette communauté-là, les femmes... Allez-y, sans embâche, dites le fond de votre pensée. Qu'est-ce que vous reprochez exactement, ce que je voudrais dire ici, il y a une dame qui a été bombardée à un département ministériel, celui de l'action sociale et de la réconciliation nationale. Quand on regarde, la plupart des communautés, des groupes ethniques sont représentés. Elle, on pourrait la présenter comme représentante d'une communauté. Mais dans cette communauté, dans la cosmogonie Peul, je vais le dire. Alors, que représentent les femmes? C'est une société fortement hiérarchisée, essentiellement rurale. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le poids des femmes dans cette société? Aujourd'hui, personne ne nous dit que cette ministre représente cette communauté. On va sur le principe que c'est la compétence qui a prévalu, parce que c'est une qui a gravi, bien sûr, les échelons. Récemment, elle était secrétaire générale du département en charge des cultes, je pense. Elle a aussi fait ses armes en tant que gouverneur. Elle connaît les serrés de l'administration territoriale. Ce n'est pas une qui est parvenue. Ce n'est pas forcément peut-être une communauté qu'elle représente. Mais peut-être ses compétences qui sont prévalues. C'est qu'il y a problème et c'est extrêmement grave. Non, laissez-moi terminer. Si ça se trouve, c'est que c'est extrêmement grave. Parce que de mémoire, il ressort que cette région, les ressortissants de cette région disent qu'elle a été longtemps marginalisée, pas assez d'investissement. Les acteurs de cette région également, le trompette, le disent. Je le répète encore, sur le premier gouvernement de Roch, on a porté des hommes comme représentants de cette communauté. On a entendu des gens dire qu'ils ne les représentent pas. Mais aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, par rapport à la crise, il eût été beaucoup plus important de trouver des hommes qui transcendent les clivages, qui ont une grande portée, qui sont suffisamment écoutés. Mais est-ce que ça, c'était le rôle du gouvernement quand on sait que l'ALT sera mise en place et l'ALT sera représentée par région? Est-ce que ce n'est pas plutôt le rôle du Parlement d'incarner ces valeurs dont vous prenez? De notre histoire, chaque fois qu'on a voulu tailler un gouvernement, on a essayé de jouer sur les équilibres régionaux. Pas le faire maintenant, c'est extrêmement grave. Merci beaucoup, Adama Bayala. On va donner la parole à Moussa Savadoko. Je vais changer un peu la cadence. Mon angle d'attaque. Parce que, Bayala, excuse-moi, mais je suis totalement opposé à ça. Totalement. Et je trouve très contradictoire ce que tu es en train de dire. Parce que, en même temps, tu dis que les femmes ne sont pas assez représentées, parce que et tout. Et en même temps, tu veux reprocher au gouvernement d'avoir nommé une femme. Mais pourquoi? Ce n'est pas qu'elle manque dans ce pays. Non. Ce n'est pas qu'elle manque. Pourquoi je dis que c'est très dangereux? Il faut vraiment qu'on quitte ça. Parce que ça, c'est un discours ethniciste, régionaliste. On ne nomme pas quelqu'un ministre pour qu'il représente sa région. Je suis désolé. Donc, je demande de tenir compte des équilibres régionaux. Il va finir, il va aller au bout. Donc, on dirait que Traoré, il représente sa région. Il est le président du Burkina Faso.
quand un ministre est nommé, il devient un ministre de la République. Oui. Qui s'appelle Diallo, Ouedraogo, Kaboré, peu importe. Et je pense que ce qui doit prévaloir, c'est la compétence et l'intégrité de la personne. Qui vient du sud, du nord, c'est pas ça le plus important. Ça, c'est l'idéal. Oui, c'est l'idéal. Mais justement, nous qui sommes là, nous devons aller vers ça. Parce que finalement, si on va tenir compte des régions, ça veut dire qu'on va choisir des ministres pas pour leurs compétences, mais pour leur appartenance régionale. Et après, 20 ans après, on va trouver qu'ils ne foutent rien. Ils ne sont pas compétents. Donc, faisons très attention par rapport à ça. Moi, sur cette question, on choisit quelqu'un parce que la personne est compétente, pas parce que la personne vient d'une région. Est-ce que vous pensez qu'un Peul de Djibo peut mieux défendre les intérêts de Djibo qu'un Bobo qui vient de Bobo? S'il est un Burkinabé intègre, Burkinabé, dans l'âme, vous pensez que parce que l'autre s'appelle Diallo, il va mieux défendre cette région que quelqu'un qui s'appelle, je ne sais pas, Traoré ou quoi? Donc, je pense que c'est très dangereux ce discours. L'autre élément, bon, là je ferme cette parenthèse et je reviens maintenant par rapport au gouvernement. À la formation du gouvernement. À la formation du gouvernement. À ce niveau, je trouve que dire que c'est un gouvernement de combat, c'est trop doux. C'est une proclamation, c'est peut-être une volonté. Attendons de les voir. Mais seulement, je trouve que c'est un peu mal parti, même si c'est parti quand même. Parce que ce soit Traoré lui-même, le capitaine Traoré ou Maître, ils nous ont dit qu'ils s'inscrivent dans la logique de Thomas Sankara, l'intégrité, etc., etc. Donc, je trouve que c'est déjà mal parti quand, avant même que le gouvernement n'entre en exercice, déjà, on commence à faire sortir des dossiers. Ça veut dire que le casting a été très mal fait. Bon, le capitaine a dit qu'il faut aller vite, mais il est parti trop vite. Mais ce n'est que des accusations pour l'instant. Oui. On n'a rien de formel sur ces accusations. Justement, quand la polémique a commencé, j'ai appelé des gens qui sont un peu dans le milieu. J'ai dit généralement comment ça se passe dans ces situations. On m'a dit que quand quelqu'un est pressenti, on met les services de renseignement pour checker. Parce que la personne doit être porteuse de valeur qu'on veut qu'elle incarne. Donc, on ne va pas aller prendre quelqu'un comme ça sans checker à ça. Est-ce qu'il n'y a pas des casseroles qui pourraient nuire sa mission? Mais apparemment, ici, cela n'a pas été fait. Ou bien cela a été fait et qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de problème. Alors, à partir de ce moment, on sort, on dit, voilà, on vous a compris, on a checké, il n'y a rien, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, mettons-nous au travail. Et là, le discours est très clair. Ou bien, effectivement, il y a un problème, ça prouve qu'on est parti trop vite, on n'a pas pris le temps de regarder les choses, et là, ça peut poser un problème. Bon, là, moi, c'est ça, je dis, c'est un peu mal parti, parce que la dernière fois, je vous ai dit ici, il faudrait que... Est-ce que accuser quelqu'un qui a été nommé sans apporter la preuve peut tout de suite nous envoyer à cette conclusion que c'est mal parti? Pour moi, j'ai vu à la télévision, sur les antennes de BF1, des femmes dire que le ministre en charge du transport a bouffé leur commerce. Du commerce. Voilà, il y a une femme qui est sortie hier même, elle pleurait. Oui, mais ce n'est pas exclu que ce soit des témoignages à charge, que ce soit des accusations. Ça peut être de la manipulation, parce que nous sommes dans le domaine du monde des affaires. Exactement. Dans le domaine, c'est des rivalités, on sait comment les choses marchent à ce niveau. Il est peut-être victime d'une machination, d'une manipulation, M. Nagalou. Oui. On n'en sait rien, d'autant plus que des enquêtes... Je ne dis pas, mais seulement, pour moi, ça pose un problème déjà de la perception que la population a de nos nouvelles autorités. C'est ça le problème. Et donc, je dis peut-être que les nouvelles autorités ont commis peut-être, je ne dirais pas une erreur dans leur casting. Ils auraient dû prendre le temps pour pouvoir checker tout ça. Parce que de toute façon, c'est des choses, quand vous commencez, ça va sortir tout de suite. Donc, je trouve que peut-être qu'on est parti trop vite. Peut-être que, voilà, c'est faux. Mais la conséquence, c'est que c'est des éléments qui viennent en contradiction avec l'esprit sankariste qu'on veut nous donner. Et à partir de ce moment, je dis, attention, c'est des actes comme ça qui fragilisent, c'est ce que moi je vais appeler des dysfonctionnements. Un petit dysfonctionnement, il y a ça, il y a le père de l'autre, le numéro 2 du MPSR, etc. Oui, mais à ce niveau aussi, si on n'a rien à reprocher aux compétences de monsieur, je suis d'accord. Est-ce qu'il faille forcément remettre en cause ces nominations? Non, je suis d'accord. Mais je dis, faisons très attention. Parce que quand on est venu, on nous a vendu une idée d'intégrisme, d'honnêteté et de travail.
Aujourd'hui, les éléments laissent croire que c'est des 20 mots qu'on est en train de prononcer. Il y a des ministres qui sont critiqués. Il y a des éléments qui laissent entrevoir qu'il y a des soupçons de népotisme. Je ne dis pas qu'il y a du népotisme. Il y a des soupçons de népotisme. Le soupçon seul suffit pour ne pas composer avec ces derniers, selon vous? Non. C'est-à-dire, si je vais vous ramener rapidement. À une idée. Les mémoires de Mandela. Quand Mandela a décidé de divorcer de sa femme Winnie, dans ses mémoires, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à sa femme, je t'aime. Tu es la mère de mes enfants. Tu t'es battu pour moi quand j'étais en prison. Si je suis sorti aujourd'hui, c'est aussi grâce à toi parce que tu as tenu et tu m'as aidé à tenir. Mais mon nouveau statut de président, que c'est incompatible avec ça. Donc, le sacrifice va se faire. On va se quitter pour un intérêt supérieur. C'est ça. Vous voyez? Là, c'est en Afrique du Sud. Oui, mais voilà, c'est en Afrique du Sud. Mais quand on nous donne un certain nombre de valeurs, il faut incarner. Parce qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas fragiliser ce qu'on veut dire. Il faut que notre parole ait de l'autorité. Parce que tout ce qui est en train de se faire là, pour moi, ça, c'est encore des petits trucs. Hein. On a de gros défis. Oui, on a des choses beaucoup plus... Merci beaucoup, Moussa Savadogo. Karim Diallo. Bon, par principe, un gouvernement est toujours un gouvernement de combat. Je n'ai jamais vu un gouvernement qui vient et qui dit qu'il n'est pas un gouvernement de combat. Voilà. Il n'y a pas ce gouvernement qui va venir pour dormir. Parce que par principe, le gouvernement est mis en place pour prendre en charge les préoccupations des Burkinabés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, par rapport au casting donc, des membres du gouvernement, il est clair que, par principe, la nomination relève du pouvoir discrétionnaire du président du FASO et de son premier ministre. Ça veut dire qu'au départ, ils sont libres de composer le gouvernement comme ils l'entendent. Ils peuvent aller prendre un mécanicien à Rodoko s'ils veulent pour nommer ministre. Ça, c'est leur liberté. Par contre, ils seront maintenant tenus par les résultats des membres de ce gouvernement. Ça aussi, c'est clair. Donc, dans le principe, on ne vous oblige pas à nommer quelqu'un. Vous nommez en votre âme et conscience, mais vous êtes liés par les résultats que cet élément que vous avez choisi là produit sur le terrain. Du point de vue organique, lorsqu'on regarde donc la composition du gouvernement, on se rend compte effectivement qu'il y a deux poids lourds, entre guillemets, donc du gouvernement d'Amiba qui ont été reconduits, en l'occurrence le ministre d'État, Bassolma Bazié, et la ministre des Affaires étrangères, Mme Olivia Romba. Il faut dire que, en tout cas de mon point de vue, même dans le gouvernement de Damiba, ce sont les deux personnalités qui émergeaient pratiquement de l'eau. Donc le fait de les reconduire, a priori, est une bonne chose, parce que ça veut dire que le Burkina Faso, au-delà des clans, au-delà donc de tout ce qu'on peut dire, il faut compter sur toutes les compétences. Voilà. Parce qu'en réalité, la formation d'un gouvernement, ce n'est pas par clan. Parce qu'on ne gère pas un pouvoir par clan. On gère un pouvoir sur la base des faisceaux d'indices, de toutes les compétences qui s'y trouvent et qu'on peut appeler. Voilà. Maintenant, par rapport aux ministres qui ont été donc incriminés dans des affaires, il faut dire que là aussi, la situation est compliquée. Elle est compliquée dans la mesure où je ne sais pas si dans la procédure donc, qui doit aboutir donc à la nomination des ministres, en plus du CV, est-ce qu'il faut joindre un casier judiciaire? Est-ce qu'il faut joindre, je ne sais pas, voilà, un catalogue de sanctions disciplinaires? Parce que la difficulté, c'est ça. C'est le juge qui est habilité à dire si quelqu'un traîne des casseroles ou pas. Et quand vous estimez que quelqu'un traîne des casseroles, vous prenez l'ensemble donc, de ces éléments et vous allez verser devant le juge et le juge va apprécier. En fait, la difficulté, c'est ça. Maintenant, on se retrouve dans une situation un peu très compliquée parce que déjà qu'il y a des soupçons, bon, ça veut dire que ça démarre mal. Et je suis en train d'imaginer le scénario qu'on va inventer pour remédier à ça. Parce que le décret de nomination des différents ministres a été pris. Ça veut dire que s'il faut les changer, ça veut dire que c'est un remaniement ministériel. En moins d'une semaine. Ça peut fragiliser le gouvernement? Oui, bien sûr. Bon, ça peut le fragiliser et ça peut même fragiliser l'autorité. Parce qu'à partir du moment où le président a signé, ça veut dire qu'en fait, j'imagine qu'il s'est entouré d'un minimum de précautions avant de faire ça. Et du reste, du point de vue légal, c'est difficile en fait d'apporter donc une solution juridique à cette situation. Maintenant, c'est clair que si c'est sous d'autres tropiques, moi, à partir du moment où il y a des soupçons qui pèsent sur moi, moi-même, je vais laisser l'affaire là. Je dis c'est bon pour moi, chercher quelqu'un mettre le temps qu'on voilà. Ça, c'est du point de vue organique. Maintenant, du point de vue institutionnel, j'ai remarqué aussi que dans le gouvernement, les différentes dénominations donc, des départements ministériels ont été sensiblement
maintenus, ce qui est aussi une bonne chose parce qu'au moins ça aura l'avantage de nous éviter de reprendre nos cachets, de reprendre nos organigrammes, et avec tout le chamboulement qui accompagne Oui, ça. mais on a quand même supprimé 2 ministères, le ministère en charge des cultes et puis le ministère de la Réconciliation nationale. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça veut dire que c'est une question de priorisation. Parce que dans le gouvernement d'Amiba, la cohésion sociale, ça veut dire qu'elle occupait une place importante dans le dispositif. Alors que dans ce gouvernement-là, on allait le fondre dans le ministère en charge de l'action humanitaire, de la solidarité nationale. Ce sont des options. En fait, moi, je ne me pose pas de problème par rapport aux options. Chaque dirigeant peut faire ses options. Maintenant, sur le terrain, il faut que les résultats suivent. Si les résultats ne suivent pas, on peut venir a posteriori pour dire qu'en réalité, le casting que vous avez fait n'est pas bon. D'accord. Mais Merci beaucoup. je n'ai pas fini. Diallo. Je n'ai pas Allez-y fini. en 30 secondes. Mais, Allez-y au bout mais de vos ça, idées. c'est les aspects qu'on peut dire positifs, entre guillemets. Maintenant, les aspects négatifs, c'est qu'en réalité, quand on regarde la composition du gouvernement, ce sont des acteurs qui sont neutres politiquement. Et ça a des avantages et ça a des inconvénients. Ça a des avantages parce que comme ils sont neutres, on peut penser qu'ils peuvent travailler en toute transparence. Mais l'inconvénient, c'est que comme ils n'ont pas d'assises, ils n'ont pas de base locale, base sociale, comme les mentors qui sont donc dans les partis politiques, ça veut dire que c'est les résultats au quotidien qui parleront d'eux. Et en fait, ils auront des difficultés pour relayer leurs actions auprès des populations. Et ça, il faut faire attention. Parce que si les résultats ne sont pas là, ils seront très vite débordés par ceux qui ont une représentativité, une assise sociale assez prononcée. Je voudrais en quelques mots revenir. Rapidement, en 30 secondes. En fait, moi, je m'en vais être pragmatique, je ne verse pas dans le déni. Tenez-vous bien que ce pays-là, il est en construction. L'État-nation, c'est une quête, il n'existe pas encore. Celui qui a dirigé ce pays et qui a assuré le plus long règne a joué sur les équilibres régionaux. D'accord. Et Merci beaucoup. On ne peut pas diriger aussi un peuple sans jouer, sans prendre en compte les susceptibilités et puis les sensibilités des gens. Donc, vouloir gouverner selon ce qu'on veut, après, on va tout droit vers le mur. Et ça dit, je veux rebondir sur ce que M. Savadogo a dit, et ça dit dans la dite communauté, on n'a pas trouvé de compétences. Il y a un problème. Non, c'est pas On ce peut qui pas est. diriger les Je ne gens. crois pas que c'est On pas peut ce qui pas a été dit. diriger les gens Mais sans nous tenir compte de la n'allons plus, sensibilité. nous n'allons plus nous attarder. Il faut bien qu'on évolue. Le gouvernement a été formé. Les débats pourront toujours continuer, mais il faut bien qu'on travaille sur le terrain. Et là, on parle des défis. Blaise Ketga, c'est quoi les défis les plus urgents pour cette équipe? En 10 secondes, pour revenir sur cette question de parenté, etc. Bon, en 10 secondes, vraiment. C'est parti. En 10 secondes. Allez-y. Vous savez, moi, je suis de ceux qui estiment que le pays, au Burkina Faso, on part souvent chercher dans le détail. Bon, je sais que Mousbila Sankara était ambassadeur donc, sous la Révolution, hein, c'est ça? C'était l'oncle de Sankara. Je ne crois pas que ça a trop gêné. Maintenant, par rapport donc, au capitaine qui a son père qui aujourd'hui au niveau donc, qui a été nommé, je pense déjà que si c'est parti sur la base des comment on appelle, des compétences, ça ne cause pas de problème. Mais maintenant, comme on le dit, si à un certain moment, les gens estiment que ça pose problème, je pense que le père même devait tirer les conséquences et puis bon, s'en éloigner pour la cohésion. Merci. Maintenant, par rapport aux défis, je pense que l'un des premiers défis, hein, c'est, comme on le sait tous, c'est la question sécuritaire. Et pour cette question sécuritaire-là, déjà, je crois que on pourrait regarder à deux niveaux. Le premier niveau, ce serait justement de comment on mobilise l'ensemble des Burkinabés. Et quand on voit un peu ce qui a été lancé comme recrutement, je pense qu'on est en train d'évoluer vers une popularisation donc, de la guerre. Voilà. Maintenant, il y a un certain nombre de difficultés parce que d'abord, au gouvernement Roch Kaboré, il y avait une méfiance entre l'armée et en fait, les VDP qui venaient nouvellement d'être créés. On se rappelle que le ministre de la Sécurité à l'époque avait dit que pour l'instant, on ne savait pas qui était VDP, qui ne l'était pas. Ensuite, on a vu donc une série de difficultés qu'il y a eu entre les FDS et les VDP au début parce que justement, les militaires ne comprenaient pas justement pourquoi eux, ils sont formés à faire ça, puisque dans la rhétorique militaire, les gens disaient que bon, l'armée seule pouvait gagner la guerre, il suffisait seulement des moyens, etc. Donc ça fait qu'il y avait des difficultés en termes de rapport entre la VDP. doctrine d'emploi des VDP. Exact. Il faut revoir. Et il faut revoir. Et on se rappelle qu'il y a eu plusieurs communications de l'armée sur cette question. Donc ça fait qu'à un certain moment, beaucoup de VDP il y avait comme une démobilisation progressive hein, des VDP. Ils n'étaient plus encore motivés comme avant. Et on l'a vu, les difficultés aussi qui ont
qui ont surgi juste après Yirgou, où on a taxé un certain nombre de corps et d'un certain nombre de groupes comme étant des instigateurs donc, des événements là-bas. Donc ça fait que aujourd'hui, on est en train de sonner la mobilisation. Ça va nous demander un double effort, à savoir qu'il faut reconvaincre les gens. C'est vrai qu'il y a déjà des VDP sur le terrain. Il s'agit de peut-être formaliser et voir quelle orientation il faut donner à ça. Mais ça va nous demander un double travail, celui de les convaincre de la nécessité. Et puis aussi, l'autre travail, c'est comment il faut justement leur trouver les moyens et les petites finances aussi qui vont avec pour justement relever ce défi sécuritaire-là. Merci beaucoup. Bayala. Bon, le défi, comme il a dit, il est sécuritaire. Ça devrait passer par les forces armées de défense et de sécurité, remobiliser les forces, les remettre tous en ordre de bataille, créer des passerelles, parce que ce n'est pas évident, entre les militaires, les gendarmes. Et puis avec la police, il y a la police aussi qui murmure aussi très souvent. Et puis le défi le plus important, ce serait aussi de contenir l'avancée des terroristes. Contenir l'avancée, ce serait déjà quelque chose. Autre défi, c'est au niveau de la lutte contre la vie chère. Et nous attendons les autorités sur ce niveau avec la baisse des prix des hydrocarbures. Vous n'êtes pas sans savoir que très récemment, il y a une organisation de défense des intérêts des consommateurs qui a demandé, je crois, une baisse de 50%. Absolument. Voilà. On attend également le contrôle des prix des produits de grande consommation. Il y a une flambée qui ne s'explique pas et il reviendra aux autorités de faire en sorte que les prix des produits de grande consommation qui ont été fixés soient respectés. Pour ce qui est de la bonne gouvernance, moi, je souhaiterais que je voudrais bien croire avec le choix des hommes. C'est très important. Au niveau déjà du gouvernement, il faut déjà revoir. Dès qu'il y a, il faut revoir. Et puis les choix que les ministres viendront à faire nous diront s'ils parviendront effectivement à lutter contre la corruption et à implémenter les valeurs de l'achat de la transition au niveau de l'appareil administratif. Le choix des hommes, j'insiste, s'ils font des faux choix, je suis désolé, ils n'auront pas de bons conseils et ils prendront le décor comme ce fut le cas de Paul-Henri Damiba. D'accord. Merci beaucoup. Moussa? Oui, là-dessus, je voudrais faire juste une petite précision. C'est pas, je ne dis pas que les ministres qui ont été nommés ne sont pas de bons ministres. Hein. Je pense pas, je ne doute point de leurs compétences. Mais je dis simplement que certains éléments laissent entrevoir qu'il y a problème. Maintenant, à eux de pouvoir montrer qu'ils sont de très bons ministres, donc ils ont le bénéfice du doute, etc. Et contrairement à ce qu'il dit, les problèmes posés ici ne sont pas des problèmes de justice. Non, on n'a pas dit que ce sont des gens qu'il faut traduire à la justice. C'est des gens à qui on a confié une mission, qui doivent parler au nom de la nation, et il se trouve qu'une partie de la population doute de comment on appelle ça, leur intégrité. C'est tout. Donc c'est une question de perception qu'il faut pouvoir gérer. Maintenant, concernant les défis, il y a 3 défis, hein, comme le gouvernement lui-même l'a défini. Rapidement, s'il vous plaît. Le premier défi, la question sécuritaire. C'est le tout grand premier défi. À ce niveau, on commence par quoi? J'ai beaucoup d'inquiétudes. D'abord, je vais par les faits. Depuis le 2 octobre, depuis l'arrivée de Traoré jusqu'à aujourd'hui, le nombre d'attaques a continué. Et même des militaires, des détachements militaires qui à un certain moment n'étaient plus attaqués, sont attaqués. Même lui, son propre village a été attaqué, comme quoi pour lui lancer un défi. Donc, au niveau sécuritaire... Mais les incursions dans la zone de Bondoki ont commencé bien avant l'avènement de Ibrahim Traoré au pouvoir. Oui, mais ce que je veux dire, depuis l'avènement du MPSR 2, sur le plan sécuritaire, rien n'a changé. Donc à ce niveau, il n'y a aucun changement. On est dans le statu quo. Au contraire, la situation des terroristes semble encore avancer. L'autre élément, je pensais bien de recruter les 50 VDP et consorts. Ça, c'est très bien. Mais comme on a dit, selon certaines informations qu'on a, l'engouement n'est pas encore ça. On va y revenir. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, je trouve qu'il y a un problème au sein de l'armée qu'il faut résoudre. Lequel? Personnellement, j'ai un problème avec ce bicéphalisme à la tête de notre armée. On a un chef d'état-major
général des armées, on a un responsable du commandement des opérations du Théâtre national, et finalement, on ne sait pas qui fait quoi exactement. Et selon les informations qu'on a, le responsable du commandement du Théâtre national relève directement du président, en tout cas sous Damiba c'était le cas, alors que le chef d'état-major quand même relève du ministre de la Défense, etc. etc. Donc, le président demeure le chef suprême des armées. Il demeure le chef suprême, mais dans la chaîne de commandement, il y a des intermédiaires. Et là, on a un chef d'état-major général des armées qui est très compétent. Si vous prenez son CV, il n'y a rien à dire, qui est très compétent, mais qui se retrouve peut-être en train de jouer les seconds rôles, alors que, et ça pose un problème. Il faut réformer à ce niveau et clarifier bien les différents rôles. L'autre élément, c'est qu'avant que Damiba parte, il nous avait fait un schéma, directeur. Il avait parlé de la délocalisation de certains corps d'armée sur le terrain. La création de nouvelles zones de formation. Le dialogue national. Qu'est-ce que Traoré fait de ça? Est-ce qu'il s'inscrit dans ce schéma tracé par Damiba ou bien il vient avec un autre schéma? On attend de voir sa proposition. En tout cas, la hiérarchie militaire a été rencontrée, je crois, la semaine surpassée ou la semaine dernière. Ce qui nous est revenu, c'est qu'un autre schéma leur a été présenté. On attend de voir. On attend de voir. L'autre élément, la question de la vie chère. Je disais ici, sur les plateaux ici, que selon le rapport du PNDS 1, on a 7,3 millions de Burkinabés qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a 9 personnes sur 10 dans cette population pauvre-là qui vient du monde rural. Ça veut dire quoi? Dans les années à venir, on aura une pression démographique, un exode rural vers les capitales, avec les conséquences des non-lotis, etc., etc. Donc, cette paupérisation de la population-là, il faudrait que le gouvernement Kelem nous fasse. Est-ce qu'ils vont faire un PNDS? Ils vont faire un programme d'urgence? On attend de voir. Pour un gouvernement de transition, 21 mois, c'est pas trop lourd. Ils ne vont pas s'engouiller dans des questions qui ne sont pas, bon, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas prioritaires, mais là, ce qui mobilise, ce qui retient toutes les attentions, c'est la sécurité. Oui, mais c'est eux qui ont défini leur feuille de route. Ils ont dit la sécurité est prioritaire, la lutte contre la... C'est eux qui ont défini. D'accord. Merci beaucoup, voilà. Moussa Savadogo. Diallo. Bon, par rapport au défi donc, du gouvernement, il est clair que la question sécuritaire doit être inscrite en bonne place. Et sur cette question sécuritaire-là, moi je pense qu'il faut travailler à doter davantage les forces de défense et de sécurité de matériel adéquat. On ne veut plus entendre qu'on ne doit pas donner du matériel à la police, on ne doit pas donner du matériel à la gendarmerie. Ça, on ne veut plus entendre parler de ça. Parce que depuis 2016, apparemment, c'est le même scénario qu'on reproduit, avec les mêmes résultats sur le terrain, qui ne sont pas donc au profit de notre peuple, et on continue. Ça ne peut pas continuer. Ça, il faut qu'on revoie ça. Parce que même au niveau des forces de défense et de sécurité, je ne suis pas sûr que toutes les dispositions aient été prises pour les mettre dans les conditions à même de les permettre donc de remplir convenablement les missions donc, qui leur sont attribuées. Donc cet aspect-là, il faut le régler. Le deuxième aspect qu'il faut régler, il faut mettre la jeunesse au travail. Quand on regarde le Burkina Faso, en plus des problèmes qu'on a, les problèmes ont pris une certaine ampleur parce qu'ils sont venus trouver donc un terreau assez fertile. Il faut mettre la jeunesse au travail. Au lieu de créer maintenant des zones d'intérêt militaires, il faut mettre en place des zones d'intérêt agro-silvo-pastorales dans chaque région, dans chaque commune, pour permettre aux jeunes là de pouvoir travailler. Parce qu'en réalité, c'est ça la difficulté de notre pays. Les jeunes ne travaillent pas. Ils passent leur temps à tourner dans les villages, ils n'ont rien à faire. Donc, ils sont facilement récupérables, ça c'est évident. Voilà. Il faut mettre un point d'honneur à ce niveau-là. Parce qu'il y a un jeune qui a 35 ans, qui a sa maman, qui a son papa, qui n'arrive pas à se marier parce qu'il n'a même pas le minimum donc pour prendre en charge une femme. Et sa maman peut mourir, même le laisser. Il n'a pas fondé une famille. Ça, c'est catastrophique. Voilà. Il faut qu'on repense notre processus de décentralisation pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché depuis toutes ces années-là et comment on fait pour prendre en charge. Et en plus de ça, il faut que les militaires, à un moment donné, arrivent à nous dire qu'ils ont eu raison de remplacer les civils. Parce que si on va remplacer des civils et puis on se retrouve avec les mêmes résultats, bon, ça aussi, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Nous, on fait confiance aux militaires parce qu'on a estimé que, bon, comme c'est leur travail et c'est leur profession, ils peuvent aider quand même le Burkina à sortir. Mais si on reste dans les mêmes schémas, dans les mêmes stratégies, on a comme l'impression qu'en fait, il aurait fallu même laisser le système en l'état depuis et puis bon, on allait continuer à naviguer comme d'habitude. Ça, c'est très important. Ensuite, par rapport à la lutte contre la corruption, il faut dire que l'ASE-LCE, de mon point de vue, fait un travail professionnel depuis qu'il a été institué. Et l'ASE-LCE, chaque année, fait des audits
Et vraiment, ce qui m'a marqué, parce que moi j'ai assisté à plusieurs de leurs audits, ils sont quand même très professionnels. Parce que lorsqu'ils auditent une structure, ils vous font le point des bonnes pratiques. Ah, vous avez fait ça, ah, ça c'est bien. Vous avez fait ça, ah, ça c'est bien. Par contre, ici, là, bon, vous n'avez pas bien fait, voilà. Et avec des pièces, ils vous demandent des pièces justificatives. Si vous arrivez à apporter les pièces justificatives, il n'y a pas de problème. C'est pour dire qu'en fait, il ne faut pas prendre aussi l'ASLC en faire comme un outil au service d'un pouvoir qui est en place. Non. Mais le problème avec ces audits, c'est que les rapports demeurent dans les tiroirs. Il n'y a véritablement jamais de poursuite. Personne ne rembourse, personne n'est visiblement inquiété. Le problème avec les audits, c'est à ce niveau. Mais est-ce que ce n'est pas tant les opérations qui manquent. Est-ce que ça, c'est le problème de l'ASLC? Je ne pense pas. Oui, mais là, comme nous parlons des défis du gouvernement... Tout à fait. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut activer, puisque l'ASLC, je crois qu'ils ont même des officiers, ils ont même des magistrats qui sont en leur sein dans les différentes commissions, qui peuvent prendre en charge les réalités qui se présentent. Voilà. Ceci étant dit, au niveau de l'administration, il faut faire la différence entre les fautes de gestion administrative et les autres fautes. Il y a certaines fautes, ce n'est pas que la personne a détourné, mais la personne a court-circuité la procédure. Ça veut dire qu'il y a un acteur qui l'a sauté. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il a pris, en sautant l'acteur, là, il a pris quelque chose, il a pris de l'argent. En fait. C'est pas ça. Juste une faute de gestion. Il y a des fautes. Donc, dans tout ça, là, il faut faire le mal. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas que l'ASLC, on pense que chaque gouvernement qui vient, l'ASLC n'est pas au service d'un pouvoir. D'accord. Merci beaucoup, Diallo. Merci. Alors, l'autre défi et l'autre attente, on va dire, c'est aussi la sensible question de diversification de partenariats dans le domaine sécuritaire. À ce sujet, le président de la transition aurait rassuré les Américains. Le Burkina Faso ne fera pas l'option du groupe paramilitaire russe Wagner. C'était donc au cours d'une rencontre avec la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques. Alors, Blaise, quelle analyse de cette prise de position du président Ibrahim Traoré? Non, je crois que le Burkina Faso n'a jamais parlé de Wagner. C'est un peu comme au Mali, on leur a répété, on ne parle pas de Wagner. On parle de bilan de partenaires. On parle de la sincérité de partenaires. On parle de la volonté de partenaires à résoudre un problème. Donc, je pense que la position du capitaine Ibrahim Traoré, président et chef de l'État, c'est pas une position... ça a toujours été la position du Burkina Faso. Le fait de dire qu'on ne fera pas appel à Wagner, ça ne veut, de mon point de vue, c'est pas extraordinaire. Mais comme... les gens, ils font les Occidentaux, ils ont cet art-là à chaque fois qu'on veut leur parler de diversification de partenaires avec la Russie, ils vous replombent sur Wagner. Voilà, Wagner, ce sont des mercenaires, ils ne respectent pas les droits humains, alors qu'on connaît, il n'y a pas un pays, que ce soit les États-Unis ou la France, ils ont tous des sociétés de mercenaires qui sont connues, documentées, etc. Mais maintenant, on fait face à un problème. Quelle est la position justement des États-Unis par rapport donc à son appui au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, elle qui est une grande puissance militaire? Quelle est la position de notre ancien partenaire, justement qu'on connaît, qui a un détachement ici? Et donc je pense que il y a des fuites d'informations comme ça, et je pense que c'est une façon de courtiser aussi le capitaine. Et je pense qu'aussi la réponse est appropriée. On se rappelle aussi que depuis 3 ans, depuis 2 ans, le Mali ne fait que chanter qu'il n'y a pas de Wagner au Mali, mais on a toujours dit qu'il y a Wagner au Mali. Donc, je pense que la position, c'est une position en diplomatie, c'est une très bonne position, et ça permet juste, ça n'empêche pas d'explorer d'autres partenariats. Le fait de Merci dire beaucoup, Blaise Ketka. Moussa Savadogo, c'est une réaction du président de la transition qui coupe court à beaucoup de rumeurs. Oui, qui coupe court à beaucoup de rumeurs, mais moi je trouve la forme a été... Je pense qu'il aurait mieux communiqué, parce qu'on a appris cette information-là de la bouche des Américains. Absolument. Ce sont les Américains. Vous voyez, encore une fois de plus, ça pose un problème. Parce qu'on a vu le président lui-même dire sa volonté de diversifier les partenaires. La population a compris qu'on va faire appel aux Russes. On a vu les drapeaux russes. Il y a eu des manifestations qui ont donné 72 heures aux Français pour dégager de ce pays-là. On a vu tout ça. Donc, moi, je pense qu'une fois de plus, le capitaine aurait dû prendre la parole et tenir un discours de vérité aux gens. Je suis venu, voici, par rapport à la France,
par rapport à la Russie, voici ce que je décide, voici ma ligne de conduite, point bas, tout le monde va travailler. Mais bon, on est resté parce que finalement, qu'est-ce que ça donne encore au niveau de la population? Bon, finalement, est-ce que c'est vraiment sa volonté? Est-ce qu'il n'a pas cédé encore à l'impérialisme américain, etc. D'autant voilà. Plus que quelques semaines plus tôt, les Américains avaient mis en garde. Le Burkina Faso, une mise en garde qui était directement adressée aux nouvelles autorités qui venaient d'arriver contre une possible collaboration avec la Russie. Et c'est pour cela que j'ai dit toujours, il faut faire très attention. Ce que Traoré joue ici, ce sont deux choses. La conquête du territoire et la perception que les Burkinabés vont avoir de lui. La conquête du territoire, c'est sur le plan militaire, la perception, c'est sur le plan communication. Il faut qu'ils puissent travailler sur ces deux registres-là de façon vraiment sérieuse. D'accord. Merci. Bayala, rapidement. Je voudrais dire, c'est tout comme si le capitaine ne s'assumait pas. Il a dit tantôt, à son avènement au pouvoir, il a laissé percevoir l'idée qu'on allait changer de partenaire. Et mais il n'avait jamais dit qu'il dira auprès de Wagner. Laissez-moi venir, qu'on l'apprenne de la bouche fertile des Américains, c'est comme pour couper court. Il aurait gagné, lui, à communiquer à ses partisans. La preuve, ils ont occupé les rues. Et c'est pour combien de temps? Et est-ce à dire qu'il se cache derrière ces manifestations? Si tant il est que c'est eux qui contrôlent les services de sécurité et qui ne les demandent pas de disperser, à quel jeu joue-t-il? Et il lui revient actuellement de couper court et de dire vers quel partenaire il entend aller, comme il a parlé de diversification. Cela aurait pour effet de ramener l'ordre, de remobiliser les énergies qu'on attend dans le cadre de la mobilisation des VDP. Merci beaucoup. Diallo, pour terminer sur cette question et aller au deuxième sujet. Oui, mais en fait, moi, je trouvais que c'est même prématuré. Parce que moi, je pensais qu'il allait faire d'abord une revue de son dispositif interne national. Avant même, on n'est pas obligé de se prononcer sur un partenariat quelconque. Non, on fait d'abord... Mais il a aussi précisé que le Burkina, pour l'instant, se focalise sur ses propres forces pour essayer d'enrayer le terrorisme. Il exclut déjà. Exactement, mais c'est la bonne formule comme ça. On compte d'abord sur nous-mêmes. Il l'a dit. Après, maintenant, la secrétaire d'État est d'ailleurs revenu sur ça. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pas pour qu'à chaque fois, nous, c'est dans nos États-là, on est obligé chaque fois de se justifier qu'on va avoir un partenariat avec un tel ou un tel. Est-ce que dans les autres États développés, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Non, on fait d'abord l'inventaire de notre existant et on regarde. Il aurait pu dire, bon, moi je viens d'arriver, je fais le point donc de mes troupes nationaux, mes troupes nationales, et maintenant à partir de là, je vais voir s'il y a lieu d'aller vers tel partenaire ou tel partenaire. Parce que la doctrine classique du Burkina Faso, comme le président Traoré lui-même l'a dit, mais c'est celle qui consiste à compter sur nos propres ressorts internes d'abord. Voilà. Merci beaucoup, Diallo. Non, Blaise Guetgar, vous n'aurez pas la parole. Merci beaucoup, c'est fini. Au moins 10 soldats tués, une cinquantaine de blessés, 18 terroristes neutralisés. Le 14e régiment interarmes basé à Djibou a une fois de plus été la cible des groupes armés terroristes. Ce n'est pas une première. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont souvent échoué grâce à la bravoure des FDS, mais en fin septembre dernier, les hommes de ce camp ont été visés lors de l'attaque de Gaskindé. Bilan, 27 militaires tombés, et pour la dernière attaque, le gouvernement lui-même parle d'attaque complexe. Les assaillants sont venus en masse. Des sources parlent de 500 terroristes qui sont arrivés à moto. Alors, la question que tout le monde se pose, comment autant de terroristes peuvent-ils se déplacer de cette façon sans que nous soient en mesure d'anticiper sur leur dessein funeste? Il y a deux éléments. Le premier élément, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes? C'est une grosse interrogation. Une grosse interrogation parce que il est difficile pour un ennemi de mettre à rude preuve une armée qui a une histoire assez difficile, c'est vrai, mais qui, de prime abord, ne manque pas de ressources humaines, mais également techniques, pour justement voir les choses venir. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la communication autour donc, de cette question sécuritaire-là, avec les défaillances qui sont constatées ça et là. Quand on vous dit aujourd'hui que 60% de notre territoire est occupé, 40% plutôt de notre territoire. Quelle est la méthodologie
d'appréciation donc de l'occupation de ces territoires-là. Est-ce à dire qu'on a des villes aujourd'hui où c'est le drapeau donc, des terroristes qui flotte en lieu et place du drapeau du Burkina, ou bien c'est le combiné du nombre d'incursions. C'est très souvent l'absence de services étatiques, etc. Et on a aujourd'hui un déploiement donc, d'un certain nombre de détachements. Cette attaque malheureuse vient une fois de plus démontrer l'enjeu géostratégique de cette crise-là. Si vous regardez la carte du Guibo et vous regardez les incursions qui avaient été faites il y a de cela 6 mois autour donc, de la ville, et on sait que la population qui existe dans cette localité-là, elle n'est pas moment mobile. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse arriver à un camp militaire sans qu'il n'y ait des guetteurs, sans qu'il n'y ait de ce qu'on va appeler, bon, il y a des termes que je ne devrais pas utiliser ici, mais dans un certain rayon, on doit pouvoir savoir les gens venir, et à une certaine distance aussi, je crois que le renseignement doit pouvoir fonctionner pour savoir qu'il y a des gens qui sont en train d'arriver, et s'il y a lieu d'envoyer un renfort. Donc, ça pose un sérieux problème, c'est malheureux. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un diagnostic à l'intérieur très conséquent. Parce que depuis le temps du président Roch Kaboré, moi, j'ai toujours dit, on ne peut pas laisser aujourd'hui cette difficulté que vit notre armée-là à notre armée elle-même. Parce que le président Damiba a fait, dans son discours du 4 septembre, il a parlé d'un peuple qui n'a plus confiance à son armée, etc. Bon. Mais ça pose aussi le problème du rapport militaire-civil. Aujourd'hui, vous avez des politiques qui ont géré ce pays depuis 30 ans, qui sont assis, qui regardent. C'est vrai, on a arrêté un ordre constitutionnel. Mais est-ce qu'on manque toujours de ressources pour revenir vers notre institution, puisque cette institution militaire-là, c'est notre institution à nous, pour poser le problème, mais qu'est-ce qui finalement ne marche pas? Parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis 7 ans, c'est la même méthodologie, c'est la même manière qu'on nous attaque. Les gens se rassemblent comme des fourmis, et ils ont des armes individuelles, ils peuvent se rassembler comme ils veulent, et ils viennent attaquer des camps, ils peuvent repartir impunément sans qu'il y ait de la réaction. Donc ça pose un problème interne. Moi, je pense que le problème aujourd'hui est interne. Merci beaucoup. L'ensemble, donc, c'est pour cela que j'ai dit que les autorités traditionnelles et religieuses, après la médiation qu'il y a eu pour justement le coup d'État, il fallait qu'ils maintiennent la veille et qu'ils prennent la décision avec un certain nombre de personnes ressources dans les officines politiques là, pour aller parler justement à l'armée pour qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. D'accord. Merci beaucoup, Blaise Kempaadama. J'allais dire que nous payons le prix fort de nos choix politiques et stratégiques. On a remplacé le directeur général de l'ANR. Cela ne passe sans conséquence sur la chaîne de renseignement. Je suis désolé. Et un peu plus tôt avec Paul-Henri Damiba. Pour l'attaque du camp de Djibo, vous estimez peut-être que c'est le renseignement qui a failli? Le renseignement a failli. Et on a aussi dissous les collectivités territoriales, les présidences de conseils, les communes rurales et urbaines. Oui, mais les délégations spéciales sont en marche depuis plusieurs mois maintenant. Ce sont des secrétaires généraux et autres acteurs qui n'ont pas forcément une emprise sur les populations. Donc les informations ne remontent pas de fait. Et puis il y a les populations elles-mêmes, volontairement ou involontairement, parce que pendant longtemps, elles ont fait le jeu du renseignement. Il arrivait un moment donné où elles n'ont pas trouvé la protection qu'elles attendaient. Après, elles vont des mains mortes et elles laissent faire. Maintenant, pour en venir à l'attaque elle-même, vous verrez, vous constaterez qu'il y a une évolution dans l'ordre de gradation. Hier, les terroristes s'attaquaient aux symboles de l'État, c'était les convois, c'était les postes de police, c'était les détachements. Mais aujourd'hui, on s'attaque à un camp, en plein cœur d'une grande ville, pas n'importe laquelle. Un camp stratégique. Un camp très, 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 très stratégique. Alors, le nombre de disparitions, il n'y a pas que ça, les pertes en vie humaine. On apprend, c'est selon les sources, que les terroristes auraient emporté un matériel non moins important. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que cela peut faire? Qu'est-ce que cela, dans le moral des soldats eux-mêmes, n'eût été leur bravoure? Je vous assure que par rapport au comportement qu'on a enregistré sur certains détachements, ils auraient fui et puis abandonné. Ils ont fait montre d'un sursaut
pour contenir un peu l'assaut des terroristes. Et donc, cinquantaine de blessés. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut renforcer les soldats en nombre déjà. Et puis, les terroristes sont partis avec un nombre, semble-t-il, de matériel. Il faut remplacer le matériel avec une force de frappe beaucoup plus puissante, de sorte à les dissuader. Sinon, si rien n'est fait, encore qu'ils ne sont pas sans savoir l'ampleur des dégâts qu'ils ont causés, ils peuvent revenir d'un moment à un autre, et cette fois, c'est pour prendre faire plus mal et prendre le camp. Ok, moi, il y a plusieurs explications pour moi. Honnêtement, soit il y a une complicité interne qui fait que l'information est coupée. Ça, c'est le même discours qui revient à chaque attaque dans le pays. Parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays sahélien, 500 personnes à moto, avec toute la poussière qu'il y a, tout le bruit qu'il y a, jusqu'à arriver à un camp militaire, attaqué, reparti, venez m'expliquer, je refuse de reprendre. Soit il y a une complicité interne, soit c'est une incompétence totale. Et là, ça veut dire que la chaîne de commandement de l'armée, là, il faut vraiment revoir ça. Ou bien, on est dans cette guéguerre-là. Vous savez, j'ai demandé à des soldats, par exemple, quand il y a une attaque à Djibo, pourquoi l'appui aérien ne vient pas. On m'a fait comprendre que entre l'annonce de faire décoller l'avion, préparer l'avion jusqu'à ce que l'avion rejoigne le terrain des opérations, il ne faut pas moins d'une heure. Donc, un groupe qui arrive 500 personnes, armées jusqu'aux dents, en 30 minutes, qu'est-ce qu'ils font? Le dégât qu'ils font, mais c'est inconsidérable. Énorme. Chaque minute compte, chaque seconde compte. Dès que l'hélico, ils ont des complices à Ouaga, à Zinari, à Kaya, pour dire l'hélico là vient de passer, il est chez vous dans quelques minutes. Mais les gars se dispersent. Donc la question, c'est de voir, je pense qu'il y a un problème de stratégie. Soit on a des militaires qui ne s'y connaissent pas en stratégie, soit ils s'y connaissent, mais il y a quelque chose qui fait que les gens ne déploient pas leurs connaissances. Sinon, une des solutions, pourquoi, par exemple, que ce soit à l'est ou au nord, on a des camps militaires comme Dori, où il y a un très grand camp militaire. On a Fada, où il y a un très grand camp militaire. Pourquoi ne pas prépositionner des hélicos là-bas? Pourquoi l'hélico doit quitter Ouagadougou pour prendre 1 heure avant d'arriver? Les gens savent. Donc, je ne suis pas militaire. Beaucoup de questions. Pour moi, c'est une question de bon sens. Et je reviens là-dessus. Si on regarde dans certains pays ce qui s'est passé, je prends l'exemple de la RCA, où c'est des forêts denses. Mais le système de surveillance est tel que même quand tu as une aiguille, on te voit. Oui, mais en même temps, la situation sécuritaire mais nous RCA... mais nous, c'est le désert. Nous, c'est le désert. Donc, on ne peut même pas dire que quelqu'un s'est caché derrière un arbre. On ne peut pas dire qu'il y a une forêt équatoriale. Et donc, ça pose un problème. Mais moi, ma proposition, on a des arbustes, on n'a pas des arbres, c'est autre chose. Mais moi, ma proposition, je pense qu'il faut vraiment revoir. Moi, je pense qu'au niveau de l'état-major, soit on donne le pouvoir à l'état-major de pouvoir faire comme ça se fait dans une armée normale, parce que j'ai comme l'impression que le commandement des opérations qui a été confié d'ailleurs à un pote de Damiba, franchement, j'ai comme l'impression que ça fait beaucoup plus désordre. Beaucoup plus désordre que les résultats. Peut-être qu'il faut faire un audit de ça, peut-être qu'il faut faire un bilan pour voir est-ce que vraiment ce outil-là... le quotidien se vante quand même d'engranger des résultats. Moi, c'est les résultats que je regarde. Je ne dis pas qu'ils sont nuls. Mais est-ce que les attentes, les résultats valent vraiment les espoirs qu'on place en eux? Et je pense que sans complaisance, il faut le faire. Savadogo. Alors, au Diallo, la situation à Djibo ne date pas de maintenant. Elle perdure depuis plusieurs années, on va le dire, avec ces 3 derniers mois où le blocus a été véritablement accentué. Mais on a comme l'impression qu'il n'y a aucune mesure exceptionnelle pour venir à bout de la situation. Parce qu'au-delà de l'attaque de camp, on a tenté de saboter les installations de l'ONEA, je pense. On tente, la ville est en gros sous blocus, mais on n'a pas cette impression qu'il y a des mesures exceptionnelles pour venir à bout. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez cette sorte d'attentisme? Oui, je comprends l'attentisme, même si je ne l'apprécie pas. Voilà, parce qu'on est dans un système où, en même temps que nous faisions face donc à l'ennemi classique,
il y a eu des changements institutionnels donc, à notre sein. Il y a une désarticulation donc, de notre dispositif administratif, une désarticulation de nos dispositifs sécuritaires qui fait qu'on ne maîtrise plus rien en réalité finalement. En tout cas, c'est ce qui semble se présenter sur le terrain. On ne maîtrise pas grand-chose. Et lorsque vous n'avez pas une maîtrise de l'intégralité de votre territoire, vous êtes tout simplement malheureux. Il n'y a pas pire humiliation que cette situation-là. Il est clair que, comme c'est une question qui touche à la sécurité nationale, elle ne peut pas faire l'objet de traitement de fond sur un plateau de télévision. Absolument. La question est sensible, on ne peut pas tout dire. Seulement, je constate que c'est le même scénario. Voilà. C'est le même scénario depuis 2016. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les hommes qu'on a passés à changer, le problème, ce n'est pas les hommes. Le problème, c'est le dispositif qu'on met en place. Vous pouvez changer autant de chefs d'État que vous voulez. Si le dispositif reste identique, s'il n'y a pas de cohésion assez prononcée au sein donc, des forces qui interviennent, s'il y a beaucoup de frustration, on se retrouve dans une situation où on n'arrive pas à fédérer les énergies et aller à l'essentiel. Alors que lorsque votre pays est dans cette situation catastrophique, il faut savoir raison garder, taire les frustrations qui peuvent être légitimes et puis privilégier donc, le bien de notre peuple. Parce qu'en fait, si le Burkina disparaît, je ne suis pas sûr qu'on ait un autre pays de remplacement. C'est pour ça qu'il faut vraiment savoir raison garder. Et j'interpelle, ou bien je suggère, en tout cas aux autorités dans la transition, d'agir en bon père de famille et de faire des efforts pour réunir donc, l'ensemble donc, des forces combattantes et les mettre sur une trajectoire qui puisse nous sortir donc de l'ornière. Je note que par rapport au COTN, le COTN fait du bon travail. Maintenant, la difficulté avec le COTN, c'est comme je le disais lors d'une émission, c'est les liens fonctionnels organiques qui peuvent exister entre le COTN et le reste de l'armée. Parce que tel que c'est fait, en fait, on ne voit plus effectivement le rôle que le chef d'état-major général des armées joue dans cette configuration. Voilà. Il faut que le COTN soit rattaché au chef d'état-major général des armées. Parce que je considère que c'est une structure qui est opérationnelle et qui avait commencé à faire ses preuves sur le terrain. Parce que la difficulté qu'on a, c'est quoi? On n'invente pas la roue. Quand vous changez, quand vous venez remplacer quelqu'un là, vous essayez de voir ce qui est bon, qui peut marcher là, vous consolidez ça. Ce qui est insuffisant là, vous corrigez. C'est comme ça on avance. Mais il ne faut pas être là dans des positions comme c'est l'autre qui avait proposé. Bon, ça peut sembler ne pas... Non. Vous consolidez ce qui est bon et vous corrigez les insuffisances. Aucun pays qui se trouve dans la situation actuelle de notre pays ne peut s'en sortir. Je considère même que le Burkina Faso est assez résilient. Si c'était un autre pays, peut-être qu'il y a longtemps, on avait disparu. Merci beaucoup, Diallo. Je voulais ajouter quelque chose. Rapidement, en 10 secondes. En termes de proposition, en plus du renforcement des capacités opérationnelles, il a parlé de frustration sans aller plus loin. Moi, je dirais qu'il faut tenir compte des propositions des populations qui vivent dans la région du Septentrion pour porter la lutte contre le terrorisme. Il apparaît que les VDP sont constitués essentiellement par des populations qui viennent de Pobé, Mengao et Arbinda, qui, par leur activité sur le terrain, contribuent à fâcher les populations. Donc, il faut s'appuyer sur les solutions endogènes pour porter la lutte dans cette partie du Burkina Faso. Sinon, c'est en vain qu'on court. D'accord. C'est peut-être la panacée pour sortir le Burkina Faso de cette emprise terroriste, un recrutement massif de volontaires pour la défense de la patrie. En tout cas, les nouvelles autorités y croient dur comme fer. L'opération va consister à recruter 50 000 supplétifs de l'armée. Alors, visiblement, c'est un nouveau départ. Blaise Kintiga, on veut davantage impliquer les populations. Comment vous analysez cette option des nouvelles autorités? Non, je pense que ce n'est pas une nouvelle option. Hein. Ça veut dire que depuis le président Roch Kaboré, on avait que les VDP ont commencé. Si, la loi a été votée, voilà. Mais un recrutement massif à ce niveau, voilà. 50 000, c'est quand même énorme, c'est quand même beaucoup. On n'avait pas encore atteint ce niveau. Oui, je pense que c'est stratégique et puis ça peut paraître aussi une façon de communiquer, hein, parce que je ne suis pas sûr que les VDP qui existaient sur le terrain n'avaient pas à peu près ce nombre-là. Maintenant, il faut trouver, s'il faut mettre ces gens-là dans un cadre légal et puis revoir comment on les équipe en armes individuelles et comment on les organise en collaboration donc, avec les forces de défense et de sécurité. Tout ça, ça va demander en fait une sorte de documentation, voilà, parce que un travail de fond. Un travail de fond. Donc, en lançant donc le recrutement de 50 000, on peut trouver des justificatifs pour justement
encadrer tous ces aspects-là. Je pense que c'est une bonne démarche parce que ça avait été utilisé, je crois, en Algérie, et puis ça avait été utilisé aussi en Mauritanie, ça fonctionnait merveilleusement. Ça peut aider un temps soit peu parce que l'armée nous parle beaucoup plus de questions de maillage du territoire. Mais en Algérie, on a fragilisé d'abord les groupes armés suffisamment avant d'aller vers cette dynamique. Non, moi je ne crois pas que les groupes armés aient cette même capacité de frappe comme avant toujours, hein, parce que rappelez-vous qu'il y a eu un certain nombre de problèmes de gestion d'un certain nombre de conflits communautaires qui ont ouvert donc la porte de Pandore à ce qu'on ait un recrutement accru donc des nationaux donc au sein donc des groupes armés. Merci beaucoup, Blaise. Donc, je pense que c'est une très bonne chose, mais maintenant, il faudrait que l'institution militaire soit en harmonie avec cette démarche-là et que le mécanisme aussi de suivi, parce que depuis 2019, nous, on a proposé ce qui est en train d'être fait, mais bon, comme je l'ai dit, le rapport entre le civil et le militaire, c'est toujours des rapports controversés. Il y a des solutions souvent que nous, civils, on donne. Et on a l'impression que comme ça ne vient pas de grands stratèges militaires, c'est pour cela que dans le nouveau gouvernement, rapidement, il y a des têtes que je m'attendais, des gens qui ont quand même des connaissances approfondies sur des questions de défense et de sécurité. Vous pensez à qui? À Denis Barry par exemple. Je pensais aussi, même aux affaires étrangères, je pensais à un monsieur comme Abdoulaye Barry qui a un bon carnet d'adresse dans la sous-région aussi. Mais ils sont comme ça, ces gens-là qui existent dans ce pays, qu'on peut faire appel. Mais maintenant, certains ont décliné l'offre aussi. Oui, certainement ont décliné l'offre. Mais maintenant, je pense que quand le pays a une situation où il faut qu'on arrive à trouver de la ressource pour justement contribuer à la lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup. En fait, contrairement à Blaise Kietiga, moi, c'est une annonce qui m'inquiète. Pour preuve, l'attaque du camp de Guibo, il est intervenu quelques jours seulement après l'annonce du recrutement de 3000 militaires. Et tenez-vous bien que cette annonce-là aussi, en plus du recrutement militaire, a pour effet d'énerver, de fâcher les terroristes qui s'activent comme des serpents dont on a sectionné, voyez-vous un peu la queue. Cela étant dit, c'est-à-dire c'est une posture du tout sécuritaire qui ne rassure pas. Notre problème aujourd'hui, moi je pense, c'est pas en termes de nombre. Notre armée compte en tout à peu près 30 000 hommes. Moi, je crois que c'est une question... 30 000. Autour de 30 000 hommes. C'est une question... Notre difficulté aujourd'hui, c'est une question organisationnelle, de discipline, d'équipement. Notre histoire récente nous enseigne. Il ressort que sous le régime des Rocs, les morts que nous comptons dans les rangs de nos soldats étaient des gendarmes. Et les militaires faisaient montre d'un engagement clignotant. C'est selon les sources. Et après le départ du régime de Roch, on avait les gendarmes aussi, on a entendu le chef d'état-major général de la gendarmerie demander au détour d'un slam des armes. Les morts que nous comptions étaient dans les rangs des militaires. Apparemment, les gendarmes étaient dans les casernes. Ce qu'il convient de faire aujourd'hui, au-delà des gendarmes, il y avait les CRS aussi qui demandaient des armes. Il faut équiper les différentes factions de nos armées. Créer des liens fonctionnels, mettre la discipline. Et je voudrais aussi citer l'exemple d'Israël, qui a résisté victorieusement au moins au détour de 3 guerres avec les nations arabes coalisées. Ce n'est pas une question de nombre. Aujourd'hui, vous avez l'exemple avec l'Ukraine et la Russie. Au-delà des premières victoires russes aujourd'hui, c'est le revers de la médaille pour la Russie. L'Ukraine qui a près de 240 000 militaires. Et la Russie qui, en plus des réservistes, a plus d'1 million de soldats. Voyez-vous aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai envie de dire... C'est une question d'organisation. D'organisation. Avec les 50 000 hommes, Blaise parlait déjà des VDP qui sont déjà sur le terrain. Et on relève déjà des difficultés de prise en charge de leur statut avec les militaires. On va créer des problèmes aux problèmes. Quand on passera cette guerre, on en fait quoi? La question demeure. Merci beaucoup, Adama. Oui, justement, je vais rebondir un peu sur ce qu'il vient de dire. C'est vrai que le recrutement massif peut résoudre un problème. Parce qu'on a entendu des généraux, des soldats dire que le gros problème, c'est que, par exemple, on envoie 500 personnes pour aller attaquer un camp militaire où peut-être il y a moins de 500 personnes. On se retrouve avec un soldat contre 2 ou 3 terroristes. C'est difficile de Donc, tenir. Voilà, il y a un déséquilibre de force à ce niveau. Donc, on peut supposer que ce recrutement-là va permettre
en tout cas au niveau des nombres, de pouvoir Mais calmer Moussa, la chose. si tant est qu'il y a ce besoin, pourquoi on ne recrute pas des soldats en bonne et due forme? On les forme comme il se doit, on les arme comme il se doit. Pourquoi des populations civiles? Mais ça, il faut peut-être aller voir les responsables militaires pour répondre à cette question. Non. Mais par contre, moi j'anticipe un autre problème. On souhaite que la guerre finisse. On a vu dans certains pays, comme ça s'est fait au Rwanda, même en Centrafrique. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes après? Il faut encore un programme de démobilisation et de réinsertion, etc. Donc, il y a tout un autre problème qui arrive Oui, après. mais un État, c'est l'anticipation. Certainement, ceux qui ont pensé à cette opération vont certainement se pencher. Dans tous les pays où j'ai vu cela se faire, c'est après coup qu'on a demandé aux bailleurs de fonds de financer. Déjà, nous, on n'a même pas à manger. On a un budget déficitaire. Donc oui, il faut anticiper, je suis d'accord. Mais ce qui est sûr, quand j'analyse les faits aujourd'hui, ça me permet de dire, attention, il y a un autre problème. On va résoudre un problème, mais il y a un autre problème qui arrive. Merci Effectivement, beaucoup, il Moussa. faut pouvoir l'anticiper. Très rapidement, une seconde. Merci, Une merci. seconde. Non, une on seconde, est vraiment une pris seconde, par le temps. Une seconde, c'est en complément de ce qu'il a dit. Allez-y. En fait, le problème, ce n'est pas tant le problème d'effectifs. Pendant que les uns se battent, les autres semblent au repos. Et j'ai appris de la bouche fertile de soldats et de policiers eux-mêmes exaspérés que, tenez-vous bien que sur papier, moi je me retrouve dans mon village. Mais en réalité, je suis sur le front. Des soldats et des militaires exaspérés qui nous le confient en off. Ce n'est pas une question de nombre, je pense, je suis persuadé. Il faut réorganiser. Il faut réorganiser. D'accord. Merci beaucoup. Diallo. Oui, bon, par principe, je considère que, bon, comme les VDP sont locaux, on peut penser qu'ils ont une maîtrise de leur territoire et qu'ils peuvent appuyer les forces de défense et de sécurité. En tout état de cause, le principe lui-même, il est bon. Maintenant, tout dépend de comment on l'encadre, tout dépend de dans quel canevas on l'enveloppe en réalité. Voilà. Parce que les VDP, il faut qu'ils inscrivent leurs actions en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Je considère que c'est une solution endogène à un problème structurel, parce que ça consiste à compter sur nos propres ressorts internes. Les jeunes qu'on va enrôler dans les VDP, ce sont des jeunes qui maîtrisent certainement les territoires et qui peuvent aider. Ceci étant, il faut faire aussi attention dans ce cadre, parce qu'il faut que le recrutement lui-même soit aussi inclusif. Si vous devez recruter et puis bon, on ne veille pas à l'inclusion donc de toutes les composantes, ça va poser problème. Mais à partir du moment où toutes les composantes sont représentées, je pense qu'ils peuvent aider utilement les forces de défense et de sécurité. Encore faut-il le souligner, la défense et la sécurité relèvent des FDS. Maintenant, les autres là, ce sont des supplétifs qui viennent accompagner. Parce qu'il ne faut pas aussi inverser les rôles. Si on se retrouve dans une situation de fausse confrontation entre des VDP et des FDS, ça va nous créer d'autres dégâts. Ensuite, il faut penser aussi à la suite de la procédure. C'est-à-dire que quand on aura fini donc régler nos problèmes, comment on fait pour que ces jeunes-là, on puisse les récupérer dans des programmes de développement, dans des projets de développement, pour qu'ils soient utiles donc à la nation. En fait, tout est une question de méthodologie, tout est une question d'approche. Lorsqu'on veut aider son pays, on peut le faire sans passion, voilà, en posant les vrais problèmes et en apportant donc le diagnostic qui est approprié. Le Burkina Faso peut faire face à n'importe quelle situation, je pense. Parce que si en 1932, on a été déchiqueté et partagé entre 3 États, et qu'en 1947, grâce à nos défenseurs, on a pu nous mettre ensemble, on peut faire. Maintenant, la difficulté, c'est que nous, en même temps que nous nous battons contre quelqu'un, à l'intérieur, nous-mêmes, nous nous battons contre nous. Et on est étonné du résultat qui est sur le terrain. Aucune nation ne peut avancer de cette façon. Voilà. Il faut privilégier l'intérêt général. Quand on aura fini donc, avec nos problèmes, on pourra se retrouver ensemble pour régler nos différents personnels. D'accord, merci. Non, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut souligner en tout cas cette sagesse de la population burkinabé qui avait les moyens de pouvoir être dans l'illégalité pour aller chercher les moyens de se défendre, mais qui jusqu'à présent en tout cas compte sur les forces de défense et de sécurité et ne s'aventure pas dans ça, parce que dans certains pays on a vu, les gens n'ont pas attendu que l'État donne des mots d'ordre pour se préparer. Et aussi vous avez eu un peu ce qui avait commencé un peu dans le sud-ouest, la résilience que les acteurs là-bas ont suscité sur le champ. Donc, il faut saluer cette sagesse de façon globale de la population burkinabé. C'est qu'en même temps, là, le mot d'ordre est donné, l'opération a été lancée depuis quelques jours, mais on constate curieusement un faible engouement autour de l'opération. Est-ce que vous comprenez
cet état de fait? Non, non, vous savez, moi j'ai regardé un peu ce que les gens essaient de dire. On connaît d'où ça vient. On connaît d'où ça vient. Parce que, comme je l'ai dit, qui pouvait nous faire le point du nombre de VDP qui réussissent au Burkina? Vous savez... Non, mais là, c'est du concret. On a des sites qui sont installés un peu partout dans les communes. Quand on fait le bilan, on n'a pas l'impression que les Burkinabés se ruent vers l'opération. Les mêmes acteurs qui chantent le fait que les gens ne se ruent pas vers cette opération-là. Ce pas des gens qui chantent, ce Non. sont des constats. Non, On va à l'information. c'est constat pas de quoi? Vous connaissez le nombre de VDP qu'il y a dans une région? Non, là, actuellement? on parle de l'opération processus dans spécifique, les 50 000 qui sont lancés. Il y a Je des sites vous qui ai sont dit, identifiés. il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On avait combien de VDP sur le terrain avant cette opération qui a été lancée? Je vous ai dit qu'il y a la possibilité... pour vous, c'est lié au il fait y a la que possibilité, les gens sont déjà engagés sur le terrain. Exact, parce d'où que... le faible engouement. Non, ce n'est pas qu'il y a un faible engouement. C'est un recrutement qu'on a lancé. C'est un recrutement qui est d'abord volontaire. Mais maintenant... il faut savoir qu'il y a déjà des gens qui sont déjà engagés sur le terrain. Maintenant, quel est le moyen le plus légal pour pouvoir justement arriver à trouver non seulement des moyens, etc., les formules avec les BVDP qui ont été créés? Ça veut dire que ce n'est pas parce que dans une région, il y a 10 personnes qui sont allées déposer leur dossier, même si on attendait 1000 personnes dans cette région-là, que non, pour l'instant, il n'y a pas de l'engouement. Il peut arriver qu'il y a des gens même qui sont déjà enrôlés et qui sont déjà sur le terrain et qui font le travail. Mais maintenant, comme je l'ai dit, le processus a été lancé il y a pas très longtemps, mais aussi il faut savoir que c'est une démarche qui sera une démarche de longue haleine, même pour les nouveaux recrues. Parce que d'abord, on a vu des VDP ici qui ont été abandonnés. On se rappelle Lagi Yoro, qui a été abandonné à lui-même dans des situations difficiles et il en a perdu la vie. On a vu aussi un peu au centre-nord comment des VDP ont eu des difficultés avec les forces de défense et de sécurité à un certain moment. Donc, je vais dire que il peut y avoir de la méfiance quant aux nouveaux recrues, surtout qu'on va poser le problème de la confiance qu'on aura, la vérité et la sincérité dans cette lutte-là. Mais l'autre aspect aussi... Rapidement, s'il vous plaît. L'autre aspect aussi, c'est les moyens qu'on va vous donner. Voilà. Les gens ne vont pas aller s'enrôler comme VDP et puis il faut mettre les moyens qu'il faut. Tenir des flèches. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui peuvent justement... Les gens ont besoin du temps pour comprendre cette nouvelle formule-là. Ça rime avec quoi? Merci et ça aussi, beaucoup. Il est finalement venu sur l'une des raisons qui motive un peu le faible engouement, c'est les émoluments qu'on leur sert. Alors, les émoluments servis au VDP jusqu'à l'adoption de la brigade de veille de défense patriotique, c'était 200 000 francs par groupe. Est-ce que c'est pour le fonctionnement, la communication, le transport? Est-ce que c'est motivant? Quel est leur statut? Quels sont les équipements? Est-ce qu'il y a un kit pour chacun des VDP qui se mobilise? Moi, je crois que dès qu'on a lancé le processus, le temps imparti, avant et pendant, on devrait mettre en branle une communication pour dire voici votre statut, voici la dotation qu'on va vous offrir. Voici entre autres raisons quelque chose. Et puis moi j'ai envie aussi de dire... Mais Bayala, en même temps, c'est du volontariat. On ne vient pas faire du volontariat pour espérer un salaire comme si on était en exercice. J'ai dit pas seulement. Vous savez, les Burkinabés, on veut. Ils ont été enseignés et renseignés par les régimes précédents. Ils auraient été dirigés par l'exemplarité qu'ils auraient compris. Tenez-vous bien, avec Damiba, on a reproché l'émergence d'une république des copains. Sauf que là aussi, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, quand on a le sentiment que les capitaines qui ont fait le coup ont chacun fait une proposition dans le gouvernement, et un se serait permis de positionner son papa. Alors moi qui ne suis pas à leur place, est-ce que c'est moi qui suis bon pour aller au fond? Moi je parle la main sur le cœur sur les lèvres, avec franchise et honnêteté. Ce seraient les raisons qui animeraient les uns et les autres, qui expliqueraient un peu cette situation. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. On va évoluer. Pour aller au prochain et dernier sujet, Moscou puis Kiev. Le président bissau-guinéen s'est rendu en Russie et en Ukraine cette semaine. Umaru Embalo Sissoko, président en exercice de la CEDEAO, dit avoir apporté un message de paix aux deux protagonistes de cette guerre. Alors, c'est la première fois qu'un président africain se rend en Ukraine depuis donc le début de la guerre et c'est le président en exercice donc de la CEDEAO. Alors, Moussa Savadogo, quelle peut être la marge
de manœuvre du président Embalo Sissoko? Franchement, aucune. Je pense que l'Afrique... C'est pas radical? Non, l'Afrique pèse pour que dalle dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il faut être objectif. Je pense que... Mais si l'Afrique pèse que dalle, pourquoi le ministre des Affaires étrangères russe, le ministre des Affaires étrangères ukrainien ont effectué des tournées en Afrique? Ils sont tous venus récemment sillonner quelques pays africains. Ça veut dire quelque part que la voix de l'Afrique peut peser. Non, franchement, je vais vous décevoir. L'Afrique ne peut rien changer dans cette histoire-là. Parce que la question est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que l'affaire, ce n'est même pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est une guerre entre les États-Unis et la Russie. L'Ukraine n'est que, pour moi, une victime collatérale. Au même titre que l'Europe, qui se démêle, qui essaie de s'en sortir des choses. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, vous voyez, ce n'est plus la force militaire. Il y a aussi le volet communication, le volet notoriété qui se joue. Et effectivement, la Russie veut montrer que sa guerre est bien comprise par les pays africains qui sont des pays, comment on appelle ça, développés, et choses sous-développés, et dominés, etc. L'Ukraine a besoin des pays africains parce qu'à un moment donné, quand on va porter la question aux Nations Unies, il faut quand même un soutien de la masse. On en a vu quand les Nations Unies ont refusé de reconnaître l'annexion des différentes régions où il y a eu le référendum, des pays comme le Sénégal, les consorts, c'est bon pour le moral. Mais je pense que l'Afrique n'a pas le choix. Parce que si vous prenez sur le plan de l'agriculture, la plupart des engrais pour développer notre agriculture vient de là-bas, surtout de la Russie. Le pain que nous avons mangé ce matin, ça vient de là-bas. Donc, regardez comment cette guerre-là a contribué à flamber l'inflation au Burkina et en Afrique. Donc, je pense que l'Afrique, et avant même le président en exercice de la CEDEAO, le président Macky Sall était parti aussi, c'était pour essayer de voir comment vous pouvez vous battre, mais ne nous affamez pas. Et je pense que c'est un peu ce que l'Afrique cherche, sinon l'Afrique ne peut pas faire de médiation, je ne crois pas. Ce qui veut dire que ce voyage de Embalo Sissoko remet au goût du jour la sempiternelle question de dépendance excessive de l'Afrique vis-à-vis des pays d'autres continents, n'est-ce pas, Diallo? Oui, c'est exactement ça en réalité. Le président en exercice de la CEDEAO, M. Umaru Embalo Sissoko, en fait, exerce la plénitude donc, de ses prérogatives en matière diplomatique. Parce que vous savez que la géopolitique mondiale est faite de telle sorte que lorsqu'une situation touche un État en particulier, cette situation peut avoir des implications sur le reste du monde. Et en tant que président en exercice de la CEDEAO, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait indiqué qu'il aille aussi exprimer sa vision et puis exprimer surtout les visions donc, de l'Afrique, les attentes de l'Afrique. Parce qu'en fait, cette guerre, au-delà donc de la sphère géographique sur laquelle elle se déroule, elle peut avoir des implications évidentes sur le reste du monde, donc sur l'Afrique. C'est vrai que ce n'est pas le scénario auquel on nous avait habitués. D'habitude, ce sont les gens qui se déportent pour venir en Afrique. Maintenant, si nous, nos instances communautaires, peuvent aller et puis essayer de tenter une médiation, entre guillemets, pour permettre aux protagonistes de revenir donc, sur la table des négociations, je pense que c'est une excellente chose. Et il faut dire que de plus en plus, l'Afrique aura sa place dans le concert donc, des nations. Voilà. L'Afrique, au fur et à mesure, va sortir donc, de sa réserve traditionnelle, va sortir donc, de sa situation stagnante pour aller aussi se prononcer sur les grandes questions d'actualité qui touchent le monde. Et je pense que lorsqu'il est allé, il a reçu les différents dirigeants. Je pense que pour l'essentiel, il a été compris. C'est vrai que toutes les données ou bien la suite donc, du litige ne dépend pas forcément de lui, mais le fait qu'il soit allé déjà, moi je pense que c'est une bonne chose. Voilà, c'est une très bonne chose. D'accord. Blaise Ketga. Oui. Est-ce que l'Afrique peut peser dans la résolution de cette guerre russo-ukrainienne? Embalo est parti faire du show. Là, c'est du one-man show. Ça n'a aucun impact sur ce qui se passe. C'est quelque chose qui le dépasse. Même la petite crise qu'il y a ici, l'insécurité qu'il y a ici, au lieu de se concentrer sur ça,
Il se permet de dilapider l'argent de notre institution en allant faire du show à Kiev et puis à Moscou. Ça n'a aucun impact sur ce qui se passe là-bas. Maintenant, s'il est parti faire du Allah Garib pour qu'on puisse avoir du blé ou du truc, bon, on peut trouver utile. Autrement dit, c'est une opération de communication. Vous avez vu qu'il y a l'autre là qui est parti justement, lui aussi chercher des images. Macky Sall, apparemment son journaliste même a eu des problèmes pour faire des images. D'entrer même avec Poutine. Bon, ça aide souvent. Et puis ça élargit quand on connaît un peu l'esprit de l'élite néocoloniale africaine, là, on connaît un peu. C'est des images qui les permettent justement, même après la retraite, de pouvoir créer des cabinets et puis avoir des fonctions. Ouais, j'ai été rencontré tel. C'est extrême quand même. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, la CEDEAO, il y a combien de pays de la CEDEAO aujourd'hui qui font face à cette menace justement sécuritaire là. Et qu'est-ce que la guerre en Ukraine? Peut-être que l'enjeu, ça peut être au niveau... Sauf que cette guerre en Ukraine a un impact sérieux sur les économies africaines. Mais Moussa l'a dit tout à l'heure, le blé, nous dépendons entièrement de ces pays. C'est de convoquer un sommet de la CEDEAO pour voir comment justement il faut investir dans l'agriculture et l'élevage et comment il faut avoir la bonne gouvernance dans nos États. Pour justement, parce qu'on ne va pas passer tout le temps parce que les gens ont des problèmes et que ça a des répercussions sur nous, ça devait permettre déjà de convoquer un haut sommet pour réfléchir à ça. Ou bien, ce n'est pas en prenant l'argent du pays, de l'institution, aller se balader à Kiev et à Moscou qu'on va pouvoir justement résoudre ces questions existentielles là en Afrique. Aujourd'hui, on sait que les pays aujourd'hui qui font face au terrorisme sont des pays qui sont très riches. Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire? Qu'est-ce que l'UEMOA, etc. Nos institutions africaines que nous avons ici là. Il est donc temps qu'on compte sur nos propres forces. Mais bien sûr, puisque si nos sous-sols sont riches, si nos sous-sols sont riches et que ça attire l'antise donc des pays occidentaux, pourquoi ne pas se poser la question sur comment mettre en place aussi bien des universités en technologie, etc. Et également permettre à des Africains de pouvoir mettre en place des sociétés d'exploitation minière, minéralière, etc., pour que ça puisse avoir de la valeur ajoutée pour notre économie. Maintenant, ce n'est pas en allant se balader là-bas que on va trouver on va marquer une halte dans cette émission et avoir nos premiers téléspectateurs au téléphone. Nous avons M. Balboné qui nous appelle depuis Tinkodogo. Bonjour, M. Balboné. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y pour votre contribution. Voilà, je voudrais donner ma contribution sur le défi qui attend le gouvernement de maintenant. Voilà, il a beaucoup de défis qui l'attendent. Premièrement, défis sécuritaires et la bonne gouvernance. Voilà, premièrement, je vois déjà des ministres qui sont déjà contestés. Les ministres contestés, il y a des différentes contestations. Mais par rapport au ministre du Commerce, moi, à ma place, qu'on l'enlève immédiatement. Voilà, on l'enlève immédiatement. Même sans preuve? Oui, j'arrive. Oui, même sans preuve. Parce que les petits commerçants, on dit qu'ils ont des preuves. Eux, les Sinacombés disent qu'ils n'ont pas de preuves. Déjà, si on laisse le ministre, il ne va pas arriver à travailler normalement avec les deux structures. Donc, la meilleure solution, il faut qu'on l'enlève d'abord. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, côté sécurité, moi, je demande au gouvernement de faire beaucoup de choses. Actuellement, vous voyez, les terroristes sont en train de prendre de l'ampleur partout. Moi, je dis souvent, c'est comme si on n'écoute pas nos experts. Moi, j'ai écouté souvent Mahmoud Sawaro qui a donné beaucoup d'exemples. Et puis, quand on prend notre région actuellement, ma région, la région du centre-est actuellement, qui est en train de basculer en train de tomber. Et si jamais la région du centre-est tombe, je vous dis qu'aujourd'hui, les 75% des produits burkinabés passent par la région du centre-est. Donc, le gouvernement il va faire tout possible pour que la région du centre-est ne tombe pas. Si la région du centre-est tombe, il faut savoir que c'est tout le produit qui est tombé. Parce que vous voyez, tous nos produits, de 75% de nos produits, à 80%, passent par la région du centre-est, qui a deux frontières avec le Ghana et le Togo. Il y a beaucoup de défis à faire. Il faut qu'ils arrivent à travailler. Et que c'est un gouvernement de combat. Moi, actuellement, sincèrement, moi, je ne veux pas que ce gouvernement soit un gouvernement de combat. Si un gouvernement, le Sankarisme là, Sankari n'a pas été réclamé, n'a pas pris un flambeau. On est avec le Sankarisme. On est avec le Sankarisme. Si on va d'ailleurs, il y a des ministres qui sont déjà contestés, moi, je me qu'à toi, dès aujourd'hui, on commence à les enlever. Mettre les ministres qui vont arriver à travailler normalement pour nous. Voilà. Et pour sécurité, moi, je me dis qu'il appelle M. Mahmoud Sawaro et peut-être Ronter Sabra Ouidrao pour que ce soit possible.
Parce que ces gens, moi, je les ai écoutés à plusieurs reprises. Je suis plus avancé. Moi, ils ont beaucoup de choses pour nous. Donc, je pense qu'on peut avoir ces gens, ces experts au gouvernement, parce qu'ils peuvent toujours attaquer comme ça. C'est comme si on ne les écoute pas. C'est comme si on les écoute. Moi, avec Mouaoui, je le vois, à chaque fois, il est souvent en étranger pour aller travailler pour d'autres pays. Et dans notre pays, même, notre pays est menacé, alors qu'on ne peut pas faire cette idée. Si je ne me trompe pas, dès qu'il avait fait un document même pour comment tu fais un sabot à son temps, comment sécuriser le Burkina Faso. Après, essayez de le voir avec cela. On a des experts ici. Tu peux le dire à, je sais pas, le terrorisme. C'est comme si, bon, il n'y a pas de sincérité dedans, quoi. Vous voyez, non? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Balbonnet. Merci pour votre contribution. En 10 secondes, ce qu'il a dit là. Je pense que c'est vraiment pertinent. Ce monsieur Savargo, je le suis régulièrement. Vous savez, le Burkina Faso, moi j'aime dire, c'est l'Israël d'Afrique en matière de ressources humaines. On a toutes les compétences ici. Maintenant, la plus grande des difficultés là, c'est nos égos là. Et comme je l'ai dit, depuis longtemps dans l'éducation, on nous a éduqués, tant que je ne suis pas devant, rien ne doit fonctionner. Et on a grandi avec ça. Et même, je me rappelle, même dans nos travaux de groupe, je me rendais compte que apparemment, c'était une culture pour certaines personnes de pouvoir travailler à ce que d'autres aient des problèmes. Donc, même dans l'administration, on le voit, l'administrateur civil peut nous témoigner aujourd'hui. Je vous jure que si on essaye de faire une émission où chacun va appeler pour expliquer les problèmes qu'on a dans l'administration, vous allez vous rendre compte que pendant que d'autres sont en train de travailler pour qu'on puisse trouver des solutions aux problèmes du pays, d'autres sont en train de mettre en place des systèmes pour bloquer tout. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, on a cette culture-là. On va prendre un deuxième téléspectateur au bout de téléphone. Nous avons en ligne M. Thiombiano qui nous appelle de Ouagadougou. Bonjour, oui, M. Thiombiano. Allez-y. Oui, bonjour, M. Traoré. Bonjour tout le monde. Allez-y pour votre contribution. Okay, je voulais me prononcer sur la question du recrutement massif de VDP là. Donc, vous voyez que depuis que l'appel a été là, ça manque franchement d'engouement. Et à cette allure, ça serait ainsi, mais je ne le souhaite pas. Pour dire qu'ici, il y a pas mal de choses à recadrer pour ce qui concerne les VDP. Moi, je pense qu'en cette période-là, on ne parlera plus de VDP. On parlera plutôt de combattants. Voilà, vous savez que depuis un certain moment, c'est des gens vraiment qui souffrent. Même la rémunération ici ne faisait même pas devant un smicard. Donc, pour dire que le traitement n'y est pas, et c'est des gens l'équipement n'y est pas bon. Ça, c'est tout l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Mais c'est des gens aussi qui sont utilisés comme boucliers humains. Donc moi, j'aimerais proposer à l'état-major, c'est de les enrôler tous comme combattants. Vous voyez ici la guerre en Ukraine, la guerre ukraino-russe là, ils sont en recrut des combattants et non des VDP ou des partisans pour un certain temps. Donc autant les enrôler, les engager tous dans l'armée et que les prérogatives soient valables pour tout un chacun. Là, vous allez voir que dans ce sens-là, les gens vont s'enrôler, les gens vont se donner. Mais dire que VDP rémunéré à une somme de 20 000 c'est combien de francs? Donc vous voyez ce que ça fait. Pourtant, la balle qui est là ne fait pas la différence entre un VDP et puis une force de défense et de sécurité. Donc autant tous les enrôler comme des combattants. Et dans ça, je pense que les gens vont se donner. Et pour ce qui concerne, par exemple, les tranches d'âge, si quelqu'un qui s'est fait appeler au titre d'un VDP, qui excède un certain âge, là au moins il y a un traitement spécial pour ces gens. Vous voyez, le problème c'est quoi? C'est le traitement qui pose problème. Même s'il n'y a qu'une somme seulement que l'État avait votée, qu'après ta mort, qu'on puisse donner ça à ta famille. Ce qui même peut susciter une querelle. Donc, dans tout ça, ça n'encourage personne de s'enrôler comme VDP. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de les enrôler comme combattants, soldats à la limite. D'accord. Voilà, moi, c'est ce que moi je peux proposer. Sinon, franchement, l'appel là, en tout cas, ça ne sera pas à temps plein, on n'aura pas le résultat recherché. Merci beaucoup, monsieur Thiombiano, pour votre contribution. Merci, c'est gentil. On va donner la parole à Adama Bayala. On revient sur le dernier sujet. Est-ce que véritablement l'Afrique peut peser dans la résolution de cette crise? Je suis en phase avec eux. Ils l'ont dit, l'Afrique ne peut pas peser. La tournée des ministres ukrainiens visait une course au nombre, au niveau des tribunes des Nations Unies, sur le nombre des résolutions, les votes de condamnation. Alors j'ai envie de dire, c'est une visite qui arrive 4 mois après celle du président sénégalais Macky Sall. Une visite qui avait horripilé, choqué les Africains. Donc lui, il tire des enseignements et il essaie d'enrober l'objet de sa visite en disant c'est pour aller peser dans les tractations en vue de la pacification de cette zone du monde. Mais en réalité,
c'est pour, il a dit, entre griffes, ce n'est pas pour les engrais, les fertilisants et les céréales que j'effectue cette visite. Ça, c'est ce qu'il dit officiellement. Mais il le dit à demi-mot. En réalité, c'est la raison. En cela que il apparaît que 176 navires, entre autres 2 millions de tonnes de céréales sont bloquées par la Russie qui cause un frein au couloir céréalier. Et il y a aussi l'accord qui avait été... Mais les navires ont été débloqués depuis. Non, depuis septembre, ils sont bloqués. Le premier déblocage pas la portait première sur vague, la 9 dernière millions de tonnes de vivres, c'est allé vers l'Asie. Ben, cette fois-ci, il y a 2 millions qui sont bloqués depuis le mois de septembre. Il va pour négocier en vue du déblocage de ces 2 millions. Il y a aussi le fait que l'accord qui a permis l'institution du couloir céréalier doit prendre fin en novembre. Il faut aller pour négocier en vue de... En tant qu'Africain, ça choque, c'est révoltant. Vous tenez-vous bien que l'Afrique dispose de 50 à 60% des terres arabes. Vous avez une population de 1,4 milliard d'habitants. C'est un grand marché, un grand nombre de consommateurs, avec 60% presque de population qui a moins de 24 ans. Ça veut dire qu'il y a la force ouvrière qui est là. Nos dirigeants ont failli depuis les indépendances. Ils ont failli et ils ont failli dans les choix, dans les politiques. Moi, je crois qu'il a dit, il revient à nos autorités et avec nous-mêmes de renforcer notre agriculture en termes d'équipement, révolutionner l'agriculture, créer un lien entre agriculture et industrie. C'est ça qui pourra sauver l'Afrique. D'accord. Nous avons le dernier téléspectateur en ligne. Monsieur Maïga nous appelle de Ouagadougou. Bonjour, monsieur Maïga. Comment allez-vous? Oui, on va bien. Et vous aussi? Allez-y pour votre contribution. Je vais très bien. Vous souhaiterez vous exprimer sur la question relative au gouvernement qui LM, quel défi? C'était pour intervenir par rapport au choix du ministre du Commerce. Allez-y. Voilà. Bon, les gens disent que c'est un escroc, que c'est un ministre qui n'a pas les capacités, il ne peut pas gérer le poste qu'on l'a confié. Mais moi, personnellement, il faut que les gens laissent tomber toutes ces histoires-là, parce que le pays ne peut pas avancer dans ces conditions-là. Je pense que le président et son premier ministre font confiance au choix qu'ils ont fait. Donc, chacun doit mettre la main dans la main pour qu'on puisse faire sortir le Burkina Faso là où il est. Il faut qu'on laisse nos querelles et tout ce que nous pensons des uns et des autres. Bon, monsieur Naralo, je le connais très bien. J'ai même travaillé avec lui. Je sais ce qu'il a comme des compétences. Si ce n'est pas grâce à ce monsieur Naralo, le Sinakomé qu'on parle n'allait pas exister aujourd'hui. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui gère toutes les charges de la boîte, c'est lui qui fait tout comme dépense. Les salaires, les loyers, l'électricité, tout. Oui, mais monsieur Maïga, il a mis ses fonds monsieur Maïga, pour accompagner les commerçants. Vous m'écoutez? Dans les marchés EYAR, dans les différentes régions. Monsieur Maïga, il a mis ses fonds pour accompagner les agriculteurs. Et jusqu'à présent, il continue de faire tout ce qu'il peut pour accompagner cette structure. Oui, mais monsieur Maïga, vous m'écoutez? Avec des rancunes, pour gâter son nom, parce que je sais que ça, c'est gâter son nom. Pour dire qu'il est escroc, c'est sur ce point que moi, je ne suis pas d'accord jusqu'à demain. Je ne suis jamais d'accord qu'on dit qu'il est escroc. Il n'a jamais escroqué un franc de quelqu'un. Par rapport au fond, les 20 000 qu'on parle, c'est des frais d'adhésion que les gens sont venus adhérer à la structure pour bénéficier de l'accompagnement, pour gagner des crédits au niveau des différentes institutions sans garantie. C'est ce qu'ils ont cotisé qui représente la garantie financière. Si ce n'est pas à cause de la coopérative et le fonds qu'ils ont mis en place, c'est quel commerçant qui peut se lever, aller à la caisse ou à la banque, prendre un crédit sans déposer garantie matérielle? Il n'y en a pas. Mais ils cassent cette phase de réalité. Si quelqu'un ne t'aime pas, on dit que même si tu danses dans l'eau, ils vont dire que tu fais soulever la poussière. Il faut que le Burkinabé dépasse ça. On n'est pas à ce stade-là. Nous avons un problème qu'on doit se mettre ensemble pour trouver des solutions. De ces
je n'aime pas la tête d'un tel, je vais lui créer des problèmes là. J'écoutais tout de suite l'intervention d'un de vos invités qui disait il faut que les gens laissent ça. Même dans les ministères, même dans les services, les gens trouvent toujours des solutions pour créer des problèmes aux autres. On ne peut pas avancer dans ce système-là. Sincèrement dit. Merci beaucoup, M. Maïga. J'avais des petites questions pour vous, mais apparemment, vous ne m'entendez pas. Merci beaucoup pour votre contribution à cette émission. Pour terminer. Ok, je vais juste rebondir sur ce qu'il a dit. Je pense que la question ici, il faut qu'on soit très clair. Je pense que la question ici n'est pas la compétence du ministre. C'est pas mais c'est la notoriété qu'il a par rapport à un certain nombre de choses. Bon, le gouvernement a dit qu'il y a des investigations en cours, mais moi je trouve que là, et là je vais un peu titiller les journalistes, moi je pense que les journalistes même doivent dévancer le gouvernement. Ça, voici des sujets d'investigation pour nos journalistes, pour aller voir effectivement qu'est-ce qui se passe. Et moi, je pense que dans nos rédactions, si ce n'est pas déjà fait, voilà, j'interpelle les rédacteurs en chef. Ça, c'est vraiment dans la semaine-là qu'il y ait des investigations pour que... D'ailleurs, mais vous savez très bien, Moussa Savadogo, qu'une investigation, ça prend du temps. On ne se lève pas aujourd'hui. Oui, et 2 jours plus tard, pour trouver certainement que des initiatives dans ce sens sont entamées. Je ne sais pas, mais c'est juste un appel que je fais parce que ça s'est déjà passé avec un ministre de Sourok. Voilà, on a vu même un journal, pour ne pas citer son nom, je pense que c'est le reporter, non ou quoi? Sous la transition, ouais, sous la transition. Oui, dans ce cas. Donc voilà, le ministre de la Culture. Voilà, le ministre de la Culture. Donc je trouve que là encore, des infrastructures. Voilà, parce que un sujet journalistique aussi, peut-être que dans la rédaction ça se fait. Quand je dis d'ici une semaine, ça ne veut pas dire d'ici une semaine, ça veut dire qu'ils doivent mettre ça dans leurs priorités aussi. Pour informer la population. Voilà. Merci beaucoup. On est vraiment malheureusement pris par le temps qui nous aide. Donc, imparti. Donc, je rappelle que sur ce plateau, j'avais donc Adama Bayala, il est journaliste et écrivain. À côté de lui, Blaise Kietega, il est journaliste, il est aussi directeur de YAM Info. Puis Moussa Savadogo, il est consultant média, il est aussi journaliste, formateur dans les écoles de journalisme. Et pour finir, Karim Diallo, il est administrateur et juriste. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour aujourd'hui. Fin donc de ce nouveau numéro de Presse Éco. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur notre chaîne.